pour qu'une infirmière ou une aide-soignante vienne vous... Non, on devrait avoir des petits robots qui, hop, viendraient vous les prendre et vous les remettre. De même qu'ils pourraient vous distribuer les médicaments qui seraient prévus dans la boîte, dans la pièce, et à telle heure, toc, il l'amène avec le verre d'eau, il vous sert. Et que les personnels soignants seraient là pour la relation, hein, pour la communication véritable. Donc c'est un changement complet des métiers. Hein. Il va falloir apprendre à travailler autrement en médecine. Mais moi, je souhaite beaucoup qu'on introduise ces robots à l'intérieur des hôpitaux, qui seraient là pour les tâches de base, gardant aux soignants le temps qu'ils n'ont pas aujourd'hui, mais le temps d'aller parler, d'aller discuter avec les malades ou les personnes âgées, notamment dans ces fameux EHPAD qui sont aujourd'hui des mouroirs atroces. Mais on le fera de plus en plus à l'intérieur même des maisons. On va de moins en moins on va de moins en moins développer les maisons de santé et les EHPAD. On va de plus en plus avoir des soins à domicile grâce aussi à la présence de ces robots. Et est-ce que vous pensez que ces robots pourraient commencer à dire un diagnostic? Pas du tout à donner un diagnostic, bon, pas comme le cancer de la prostate, parce que ça c'est un peu brutal, mais à participer aussi à ce type de relation, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas mélanger les choses et avoir des robots de présence affective, point barre, ou est-ce qu'on pourrait imaginer des robots de présence affective qui, en plus, pourraient aussi parler médecine, enfin symptômes et tout ça? Oui, mais alors attendez, vous savez, quand on est gamin et quand on vous arrache votre doudou avant d'aller dormir, c'est le drame. Hein. Nous aimons c'est impressionnant, nous aimons les objets. Armel Lecléache, sur son bateau, quand il gagnait le Vendée Globe, il était là, il lui parlait. On parle à un bateau, on parle à du plastique, on parle à du métal, on parle à de la toile. Bien évidemment, nous sommes fous. Il n'y a que nous qui faisons ça. C'est exceptionnel, parce que la machine, elle ne vous répond rien. Hein, et la table, elle ne me dit rien, mais moi je l'aime, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de m'allonger dessus, elle s'en fout. Donc c'est ça que nous sommes dans une relation unilatérale, mais avec des systèmes physiques neutres qui nous renvoient à un truc inimaginable. Ça, je ne sais pas encore d'explication tout à fait. Mais regardez en Chine, vous avez Xiaoqi, le petit robot, qui a été développé dans les campagnes où il n'y a pas de médecin et qui est capable de répondre aux centaines de questions nécessaires et déjà de faire un bon travail. Il a été reçu avec une note supérieure à la moyenne des étudiants en faculté de médecine. Et il est développé dans les campagnes. Donc bien sûr qu'on va vers ça, on va avec cette relation humaine, enfin relation psychologique homme-machine, et non plus physique uniquement. Et ça, c'est un élément de développement exceptionnel. Ça me passionne tout à fait. En chirurgie robotique, d'ailleurs, ça m'évoque aussi l'interaction très particulière de professionnels de la santé, du point de vue de votre expertise de spécialiste de la santé, vis-à-vis du dispositif robotique. Est-ce que certains dispositifs robotiques transforment la relation soins entre le professionnel de la santé, le dispositif et le patient? Alors, actuellement, les télémanipulateurs que l'on utilise manquent de finesse. Ils n'ont pas la sensation. C'est-à-dire que quand je travaille avec les joysticks, je ne sais pas la pression que je mets. Il n'y a pas de renvoi de force. Alors, ça va venir, c'est en train d'être travaillé. Mais il n'y a pas cette capacité qu'ont les mains de pouvoir travailler. On enlève une tumeur sans avoir à toucher les organes de voisinage. On a une précision inimaginable pour cela, parce qu'on sent la pression, on s'arrête, on revient, on part de l'autre côté, on revient, on alterne. Enfin, on n'est pas sur du programme, on avance au fur et à mesure. La machine est programmée, donc elle est beaucoup moins bonne que nous, alors elle mettrait un temps fou. On ne va pas endormir les gens pendant 72 heures, parce que ce qu'on peut faire en 1 heure. Donc, je ne pense pas qu'actuellement, les robots qu'on utilise aboutissent à ce que vous dites. Non, ça reste des instruments très neutres et très basiques. Mais peut-être qu'il y aura un développement. Je pense qu'on va arrêter. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. On va passer à la pause, une petite pause, et ensuite on va enchaîner avec la suite des exposés. Merci beaucoup. Donc on va reprendre cette session du matin, et donc nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pierre-Antoine Bourreau, qui va nous parler de la clinique des données. Bien, merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous ce matin.
C'est toujours un peu difficile de prendre la parole après le professeur Valencien, un confrère qui a passé sa thèse alors que je n'étais même pas né. Et bien que je vais certainement faire référence à certains de ses propos, je le ferai avec beaucoup d'humilité, même s'il il a dû nous quitter pour rejoindre le ministère. Je vais entrer en fait peut-être beaucoup plus dans le concret des données. Et quand j'ai vu le titre que vous aviez choisi pour cette journée, un check-up de l'IA pour la santé numérique, quoi de neuf docteur, je me suis dit que je ne pouvais pas choisir un autre titre que le nom que j'ai donné à mon service hospitalier au CHU de Nantes, donc qui s'appelle la clinique des données. Donc cette clinique des données, en fait, c'est un service qui a 3 ans maintenant, que j'ai créé à mon retour en France après 9 ans passés affilié à l'Université de Californie à San Francisco. Et donc le quoi de neuf docteur peut se traduire par un WhatsApp doc. Et ce que je vous propose de faire ce matin, c'est d'abord, peut-être pardon pour ceux à qui ce sera peut-être un peu trop évident, mais de vous proposer quelques notions clés qui sont aussi celles que l'on enseigne, pour certaines dès la première année de médecine, désormais, à propos du big data, du numérique, de l'enjeu croissant que représentent les données pour tous les futurs professionnels du soin. Alors c'est très français, un peu professoral, mais ça me semblait intéressant d'avoir ces quelques notions que vous allez retrouver en filigrane dans le cœur de mon exposé, qui sera de vous parler de ce nouveau service. Alors toute nouveauté est souvent un redéploiement d'autres enjeux. En tout cas, je voudrais vous raconter un peu comment est-ce qu'on en est arrivé collectivement avec la direction du CHU dans un contexte économique que vous connaissez. À propos des CHU qui n'ont que la peau sur les os, ça fait partie des choses qui m'ont un peu surpris à mon retour en France. Mais on a quand même créé un nouveau service avec aujourd'hui une quinzaine de personnes et puis un service qui grossit, qui accueille des internes en stage au cours de leur internat. Puis je terminerai peut-être par une forme un exemple de ce que l'on peut faire. Je voudrais vous présenter un partenariat public-privé qu'on fait avec la société WeData, où on utilise une technologie dite de deep learning ou d'intelligence artificielle, peu importe. En tout cas, c'est un exemple de technique que nous considérons intégrée à notre gouvernance des données au sein d'un établissement qui rassemble quand même 12 300 salariés et puis qui collecte des données sur des millions de patients. Donc ces quelques notions clés, quelques notions en filigrane de mon exposé me semblent importantes parce que finalement, quelles que soient les discussions, les contextes dans lesquels on les discute, ce sont des éléments qui me semblent revenir de manière récurrente. Le premier, c'est qu'il y a toujours 2 jambes dans cette révolution de l'information, qui sont le coût toujours plus bas de l'accès à l'information et le coût toujours moindre également de la puissance de calcul, et parfaitement bien incarné par nos téléphones portables qui sont connectés, même si le réseau dans l'amphi n'est pas très bon, ça nous donne accès à de l'information, et la puissance de calcul représentée par ces smartphones est absolument phénoménale. Et je fais partie des premières générations de doctorants qui n'ont pas été à la bibliothèque, ou très peu, faire des photocopies d'ouvrages qui étaient physiques. Il n'y a pas si longtemps, le savoir, il était accessible dans des scriptoriums, dans des abbayes, et ça c'est Et cette image-là, elle est prise dans le film Au nom de la rose, dont l'essentiel se déroule dans la grande bibliothèque de ces ouvrages qui nous ont transmis jusqu'à Aristote. Et puis l'autre changement, je crois qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est à quel point nous avons maintenant accès à une puissance de calcul qui ne coûte pas grand-chose et à la demande. Vous avez tous encore fait des opérations de calcul mental sur des ardoises. Je me souviens avec émotion avoir vu la première grosse calculatrice de mon grand-père dans son bureau, qui ressemblait à peu près à quelque chose comme ça. C'est absolument phénoménal d'imaginer comment en quelques dizaines d'années, cette puissance de calcul a complètement changé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans vos questions, on avait l'idée des réseaux de neurones, mais on n'avait pas la possibilité de les calculer. Et il y a énormément d'exemples comme ça. Jusqu'à la pratique médicale n'a pas pris encore la mesure de cette révolution
qui correspond à « j'ai accès à de l'information ». Avant, il fallait que je la mémorise. Et la plupart d'entre nous, on a été sélectionnés dans nos études pour nos capacités de mémoire. C'est très important, mais la donne a un peu changé. Et c'est la même chose pour les capacités de calcul. Donc ces deux piliers, on les retrouve tout le temps. Et c'est important d'avoir une attention aiguisée à ces deux piliers. Cette autre figure, elle me semble extrêmement importante parce qu'on parle trop des données comme un nouveau pétrole. Je déteste cette expression. D'abord parce que le pétrole, il part en fumée et que ce n'est pas très vert. Ensuite, parce qu'on a tendance à dire c'est vos données, mes données. Bon, en fait, surtout dans le domaine de la santé, je crois qu'on gagnerait beaucoup à reconnaître les multiples contributions qui font les données et qui transforment ces données. Rien n'est plus multifactoriel, multicontribution qu'une donnée. Bien sûr, pour le professeur de médecine que je suis, à la racine de ces données, il y a un patient. Il y a un patient, un corps souffrant, il y a une demande d'un patient. Et c'est vrai que les données, elles sont générées à partir de ce patient. Mais elles sont générées par des soignants. Quelque part, si vous êtes très anglo-saxon, vous dire non mais ils sont payés pour ça, les données, c'est leur job, ok. Mais ils contribuent quand même à la création de ces données sur ces patients. Les établissements eux-mêmes investissent dans des infrastructures, ne serait-ce que dans les infrastructures des technologies de l'information, qui permettent de conserver ces données sous différentes formes, ou qui vont donner accès à la puissance de calcul pour les transformer. Et puis il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des data scientists, qu'on peut appeler des statisticiens, des épidémiologistes, nouvelle génération, qui eux aussi vont contribuer à intégrer ces données, à les transformer, à les vérifier, à les compléter pour en modifier la valeur d'usage. Et donc on va partir d'une donnée qui initialement est produite dans le cadre du soin ou pour un objectif à partir des patients et qui progressivement va se transformer et changer de valeur. C'est extrêmement important. Une des conséquences directes dans nos pratiques médicales, c'est que vous ne m'entendrez que dans des documents assez anciens dire aux patients « vos données ». En fait, je ne dis plus « vos données » parce que ça aurait une vision très fixiste des données, une vision très patrimonialisante. Je leur dis c'est les données qui vous concernent et vous avez des droits par rapport à ça. Mais l'établissement a aussi des responsabilités, les soignants ont aussi une responsabilité vis-à-vis de ces données et les scientifiques qui les modifient également. Troisième diapositive, très importante pour nos étudiants en médecine, pour ceux, la recherche prend une part de plus en plus importante dans les formations, y compris dans le domaine de la santé. J'ai la chance de m'occuper des étudiants à l'Université de Nantes qui vont choisir des parcours mixtes, recherche et soins. Jusqu'à présent, les données qu'on utilise pour faire de la recherche sont des données issues des essais cliniques et éventuellement des registres, ou ce qu'on appelle des registres des cohortes. Ce sont des données qui sont générées pour faire de la recherche. Donc leur intentionnalité, c'est la question scientifique ou les questions scientifiques pour lesquelles on va se donner les moyens de les générer. Un essai clinique, c'est extrêmement protocolisé, c'est pas très fun. Ça répond à une question principale. C'est à partir de cette question qu'on va dimensionner le nombre d'individus auxquels on va soumettre à une expérimentation, pilule A versus pilule B versus un placebo. C'est des populations extrêmement sélectionnées, ça coûte des dizaines, des centaines de millions d'euros, et c'est vraiment basé sur des hypothèses. Les registres, les cohortes, c'est un petit peu la même chose, mais on va avoir un faisceau de questions, une pathologie. On va suivre dans le temps des patients, et pour répondre à des questions de recherche, on va collecter des données. Là encore, on est sur des nombres relativement limités. Dans un essai clinique, c'est d'autant plus important de limiter le nombre d'individus qu'on va exposer à une molécule dont on n'a pas prouvé encore l'efficacité. Et bien, dans des registres et cohortes, là aussi, on va être relativement limité, peut-être quelques centaines, quelques milliers, dizaines de milliers d'individus. Ça coûte extrêmement cher et c'est aussi extrêmement conduit par des hypothèses. Qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, vous voyez, accès aux données. On a accès à des données qu'on appelle des données de Electronic Medical Records ou Electronic Health Records. Donc ces données qui, cette fois-ci, sont générées non pas pour faire de la recherche, mais qui sont générées à cause du soin. Et de ce point de vue-là, dans la santé, on est beaucoup plus proche de ce qui se fait dans le big data par ailleurs, c'est-à-dire qu'on fait du recyclage. On récupère des données à pas cher ou pas trop cher,
qui ont été produits pour autre chose que faire de la recherche. Alors du coup, c'est intéressant, c'est des données réelles, c'est des données de la vraie vie, c'est mon service, c'est mon hôpital, c'est des patients qui viennent avec des suspicions de coronavirus au CHU de Nantes. Mais c'est des données qui sont parcellaires, qui sont lacunaires, qui sont biaisées. On en a très vite beaucoup. Vous allez voir qu'on va parler assez vite, non pas en dizaines de milliers, en centaines de milliers, mais en millions. Et puis, là, pour le coup, il n'y a pas eu d'intention ou d'hypothèse. On parle parfois de démarche agnostique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment réfléchi à quelles données il fallait collecter pour la recherche. Évidemment, elles n'ont pas été collectées par la recherche, elles sont collectées pour le soin. Alors, ça nous permet de faire un petit clin. Donc, ces données, aujourd'hui, elles peuvent alimenter, elles peuvent nous aider à reconsidérer les recherches traditionnelles dont les données sont collectées intentionnellement. Et ça peut éventuellement aller jusqu'à interroger la théorie de la médecine expérimentale chez Claude Bernard en disant j'ai une hypothèse, je pose mon hypothèse, je vais répondre à une question, je vais me donner un dispositif expérimental qui va me permettre de collecter des données me permettant de reconsidérer cette question. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une recherche sans hypothèse, j'aime pas beaucoup cette expression. Néanmoins, aujourd'hui, la genèse des données, elle précède la génération de l'hypothèse. Et ça, c'est un changement relativement majeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hypothèse et que le cycle que décrivait Claude Bernard n'est pas chaud pour nous. Je vais passer très vite sur celle-ci pour des questions de temps. C'était celle où j'avais prévu de faire un petit clin d'œil au professeur Valencien. Imaginez quand même que le professeur Valencien a été formé à une époque où on mettait les mains dans le patient. Il l'a rappelé tout à l'heure, il mettait les mains dans le petit bassin. C'est fini ça. Mes étudiants en médecine, à quelques exceptions près, ceux qui vont aller prélever des organes, etc., ne mettent plus les mains dans les patients. C'est des transformations monumentales des pratiques. Et il l'explique relativement bien. Alors, est-ce qu'il y a un exceptionnalisme des données en santé? Souvent, on a l'impression de dire c'est la santé, c'est différent. J'aimerais insister sur la nature un peu particulière des données de santé. Les données de santé, elles sont au carrefour de systèmes de soins qui sont extrêmement complexes, de plusieurs systèmes de soins, de systèmes de remboursement, d'une multitude de soignants qu'on décrit parfois à l'aide de réseaux. Donc là, je suis très très éloigné d'une vision de la médecine moderne qui serait génomique ou qui se résumerait à un type d'information comme la génétique. C'est pourtant ma spécialité. Je voudrais insister sur le fait que ces données, elles sont effectivement techniquement extrêmement complexes. Elles ont une place juridique particulière. D'autres que moi en parleront beaucoup mieux cet après-midi. Et puis elles sont aussi socialement, sociétalement extrêmement sensibles. Donc ça fait que les données de santé, elles sont certainement elles ont une place un petit peu à part. Leur nature technique en fait aussi des données un peu à part. Pourquoi? Parce qu'elles nous confrontent véritablement à la variabilité. Le vivant, c'est le variable. On ne peut pas penser autrement le vivant que par la variabilité. Le vivant, il nous confronte aussi à des nombres qui sont parfois vertigineux. Dans les pandémies, on imagine évidemment des virus qui vont se répandre dans des dizaines de milliers d'individus. Mais dans le même temps, on est aussi confronté à des patients dont la pathologie est unique. On parle des maladies rares, mais c'est pire que ça. Quand on a à transplanter les patients, on est capable de démontrer que le profil, la carte d'identité génétique qui nous permettrait de greffer un patient est unique dans l'histoire de l'humanité, ou n'arrive pas en France qu'une fois tous les 3 siècles. Donc, ce n'est pas la peine de lui chercher un donneur compatible, ou en tout cas pas à un certain niveau de compatibilité. Donc, les données de santé, elles nous confrontent à ces infiniment grands, à ces infiniment petits, avec des catégories qui sont complexes, qui sont très nombreuses. Prenez par exemple, on ne cesse de redéfinir ce que c'est qu'une maladie. Pour nos étudiants, souvent, ils trouvent ça un petit peu bizarre. Il se trouve que je travaille beaucoup sur la sclérose en plaques. Bon, là, ça fait 5 ans qu'on n'a pas changé les critères de définition d'une maladie aussi connue que la sclérose en plaques. Mais sinon, on change régulièrement la définition de ces catégories. Donc, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Donc ça, c'est une complexité encore. Et puis, il y a une nature extrêmement probabilistique des données de santé. On joue beaucoup avec des probabilités. C'est vrai dans la décision médicale, c'est vrai aussi dans la nature des données.
Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis à part, c'est des données qui ne font sens que dans la durée. Combien d'années d'exposition faut-il entre l'exposition à un facteur de risque et les éventuelles conséquences de la santé plus tard? Moi, ça, le big data, il n'aime pas trop. Mes copains de chez Criteo ou de chez Google, ils traitent 2h30 de navigation sur Internet. Au-delà, ce n'est pas qu'ils n'ont pas techniquement la possibilité, c'est que ça n'a pas de sens pour eux. Or, nous, justement, dans le domaine de la santé, ce qui nous interroge, c'est qu'on a peut-être plein de données qui nous manquent, en fait, et sur des temps pour lesquels on n'a même pas la possibilité de les enregistrer. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions, et puis ce sont vraiment des données sensibles. Et pour faire référence à Hippocrate de Cos, je suis toujours ému d'entendre nos étudiants prêter le serment d'Hippocrate, de dire leur primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire, d'abord respecter le caractère privé des patients, et parfois avec tout le décorum, la espèce de peau de lapin qu'on leur met sur l'épaule, on a l'impression que c'est un vieux truc qui n'a plus trop de sens. En réalité, ce primum non nocere, il a une actualité jusque dans le respect de la vie privée des patients à travers leurs données digitales. Et c'est en particulier sur cet aspect que je vais insister maintenant, dans l'organisation qu'on a choisie avec cette clinique des données au CHU de Nantes, et puis les innovations technologiques telles qu'on les utilise. Voilà, donc je vais vous parler de ce nouveau service au nom un peu provocateur, la clinique des données. Et c'est vrai que je suis un professeur de médecine un peu particulier, au sens où je ne vois pas des patients, mais je prends soin de toutes les données des patients du CHU de Nantes avec mon équipe, avec mon assistant qui est médecin, avec des data scientists. Et cette clinique des données, elle s'est beaucoup organisée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui un entrepôt de données biomédicales, Biomedical Data Warehouse. C'est en fait la possibilité nouvelle d'accéder à l'information qui est générée par le soin. Avant, c'était compliqué même pour le soin. Les 30 millions de documents en texte intégral auxquels on a accès en quelques clics aujourd'hui, si on les imprime et qu'on les mettait bout à bout, vous en avez pour 30 minutes pour marcher le long du rayon. Juste pour donner, j'aime bien ces ordres de grandeur. C'est-à-dire, vous imprimez les 30 millions de documents, là, cher professeur Valencien, je vous remercie de m'avoir adressé, on écrit tout ça, une page A4, on en a 30 millions, vous les imprimez, vous allez à peu près de Notre-Dame à la Défense. Donc c'est un changement fondamental dans l'accès aux données. Voilà. Donc cette clinique des données, elle a été créée autour d'une volonté de la direction générale, de l'INSERM, de l'université, de mieux réfléchir à quel est l'enjeu autour de ces données. Le constat qu'on partage tous, c'est d'abord de dire que toute réflexion, elle fait face à ce verrou des données. Des bonnes données sont un préalable à toute bonne analyse. Donc on a plein de bonnes idées. En France, on est très très fort pour avoir plein de bonnes idées. On n'a pas toujours les données pour confronter ces intuitions, ces idées. Donc on a besoin de ces données. Et plus particulièrement, je crois que les données, aujourd'hui, elles expriment l'expertise du domaine. Et paradoxalement, maintenant qu'on a la technique, la compréhension, la qualité des données, c'est un enjeu croissant à mesure que la disponibilité technique, elle est résolue. Avant, mon interne, il fallait qu'il réfléchisse avant d'aller voir un électroencéphalogramme dans un dossier papier. Maintenant, paf, ça lui apparaît sur l'écran. Donc, je crois vraiment, la disponibilité technique, là, elle doit nous redire qu'à travers les données, à travers cette contribution multiple, eh bien, c'est bien l'expertise du domaine. Et du coup, on s'est dit, en fait, les données, elles méritent une clinique. Et cette clinique, la métaphore va au-delà du nom. Elle propose de réfléchir. Donc, les projets de recherche, les investigateurs qui nous consultent, eh bien, on les reçoit en consultation. On va réfléchir avec eux, on va poser un diagnostic. On utilise vraiment tous les ressorts de la consultation médicale. Et puis, on va les traiter, on va intégrer des données, on va faire des apports à ces différents projets. Donc, on a un rôle d'accompagnateur méthodologique des projets de recherche, d'évaluation des soins. On les qualifie avec nos collègues. C'est un exercice collectif. Et dans cette organisation, il est apparu assez naturel que ce service, qu'on appelle parfois des unités de soutien méthodologique à la recherche clinique ou des centres d'investigation clinique spécialisés en épidémiologie, eh bien, on allait choisir une organisation où c'est ce service qui accompagne les projets pour avoir accès à des données.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce service qui est le seul à avoir accès à toutes les données en masse générées par l'activité de soins. Donc il fait la requête, il pilote la machine et il va en fournir une extraction, un sous-ensemble. On parle parfois de data mart pseudo-animisé, ce qui correspond à un principe de parcimonie. C'est que pour un projet donné, on n'a pas accès à tout, on a accès à ce dont on a besoin. Et puis c'est une forme d'accès médié, un intermédiaire, qui est probablement une garantie pour le patient, pour l'usager qui est aussi le payeur et le citoyen. Et c'est aussi beaucoup de questions vis-à-vis des collègues. Dans cette organisation, il y a 3 ingrédients, 3 dimensions extrêmement importantes à articuler. Et pardon de décevoir ceux qui imaginaient que j'allais parler technique, base de données, orienté objet, priorité objet, Tera, octet, sécurisé, cryptage. En fait, le plus important, c'est d'abord la gouvernance. C'est à l'échelle d'une institution complexe, avec des grands scientifiques, avec des bataillons de soignants, quelle gouvernance on se donne pour garantir un accès aux données dans le respect éthique, réglementaire, scientifique de chaque projet de recherche. Donc tout démarre quand même avec un projet de recherche. Et la direction générale, c'est pas Pierre-Antoine Gouraud, a choisi d'avoir un service qui est ce médiateur, cette structure tierce qui est médiatrice et qui est le gage de confiance vis-à-vis des patients, mais aussi vis-à-vis des soignants qui contribuent à ces données. D'où cette notion importante de données. Alors c'est extrêmement important aussi, on s'est engagé dans une grande démarche depuis avril 2018 d'information des patients. Donc tous les patients qui rentrent au CHU de Nantes, et dans beaucoup de CHU maintenant, sont informés que leurs données peuvent être utilisées à des fins de soins, que chaque projet est publié sur le site et que surtout ils ont le droit de y opposer et qu'ils n'ont pas besoin de se justifier. Donc maintenant, tous les patients sont informés quand ils rentrent. Et puis, on a fait aussi toute une démarche de campagne grand public dans les Ouest France, France 3, Télé Nantes, etc. Et donc ça, vraiment en réflexion avec la CNIL, pour dire, non seulement on va les informer, mais on va aussi faire une campagne beaucoup plus large pour dire, vous voulez vous opposer, vous n'avez pas à vous justifier. Donc un deuxième élément qui permet d'avoir aussi de respecter les dispositions réglementaires. Et puis enfin, c'est une question technique, c'est quels sont les outils informatiques de gestion des données générées par le soin au CHU de Nantes. Et donc on a utilisé avec tous les hôpitaux universitaires du Grand Ouest un outil qui a été développé par mon excellent collègue professeur Marc Cugia, qui regroupe à la fois un transformateur, un intégrateur de données, des entrepôts de données type Big Data, parce qu'on a beaucoup de données à gérer, et puis un requêteur, alors dit intelligent, mais en tout cas qui utilise des techniques qui relèvent de l'intelligence artificielle. Donc ça a été fait dans un cadre très collectif avec tous les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, qui sont une forme de méta-CHU à l'échelle de la région Bretagne-Pays de Loire, dont la Cour des comptes loue la qualité de la gestion. Toute référence à une actualité dans ces augustes lieux est fortuite. Simplement, donc, cette articulation de ces trois composantes nous a permis de travailler de manière très proche avec la CNIL, et la CNIL a validé le déploiement d'un outil. On a été le premier CHU en région à déployer un outil qui contient aussi l'accès à tout le texte intégral. C'est vraiment une information sur laquelle on va revenir. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des données donc, qui viennent de différents secteurs de l'activité hospitalière. Aujourd'hui, on est à plus de 2,7 millions de patients. Je vous avais promis qu'on parlerait en millions. C'est vrai pour les patients. C'est vrai pour les données structurées, la glycémie, etc., l'énumération formule sanguine. Et c'est vrai pour les fameux 30 millions de documents textuels où s'exprime souvent sous forme d'un texte la finesse de l'analyse médicale. Donc j'accélère un tout petit peu pour vous dire qu'il y a effectivement donc, toute une organisation qui est prévue. On part de la demande d'un investigateur, des besoins d'un projet, d'une question qu'on va éventuellement affiner, qui bénéficie de l'intégration des données et qui va conduire à la création d'un ou plusieurs sous-ensembles de données qui vont être exploités par les investigateurs. Et tout ça avec une analyse de risque, une conformité au RGPD, une analyse réglementaire pour vraiment garantir la protection des données personnelles et être extrêmement transparent vis-à-vis des patients. Pour vous donner un exemple très rapide, avant, quand on voulait compter des patients, il fallait reposer sur le codage
que les services font de maladies. J'ai pris un exemple ici un tout petit peu rigolo, vous allez voir pourquoi. La RCH, c'est une rectocolite hémorragique. Et donc cette RCH, c'est des patients qu'on traite en particulier avec certaines biothérapies, des anti-TNF, voilà ici. Et donc avant, on reposait sur le codage de cette pathologie. Donc le patient rentre et puis dans les trop nombreuses tâches administratives que font les soignants dans les CHU, il fallait qu'il rentre le code de la maladie. Ça, on repère ces patients-là. Et en fait, il y en a plein d'autres qu'on rate. Et les soignants, ça ne les choque pas du tout. Ils n'ont pas codé. S'ils ont vu un patient avec une rectocolite hémorragique pour un traumatisme, ce ne sera pas codé. Par contre, ce sera peut-être mentionné dans le courrier de sortie. Et donc aujourd'hui, on a des outils pour multiplier les outils de requête. Et ce simple comptage des patients avec une maladie relativement bien définie, relativement sévère, eh bien, il est complètement transformant et on s'aperçoit qu'on a plein de patients qu'on n'aurait pas été capable de compter. Ça, c'est des gros enjeux ensuite pour dynamiser notre recherche, en particulier avec le privé. J'allais presque oublier de dire, oui, il y a plein d'intelligence artificielle dedans parce qu'il faut lire le texte et il faut exclure des informations du type son mari, son frère est atteint d'une rectocolite hémorragique. On peut souvent mal écrire rectocolite hémorragique, etc., etc. Donc tout ça, on sait le prendre en compte grâce à des outils de calcul de l'intelligence artificielle. En termes de perspective sur ce service, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les CHU sont des carrefours des données de santé sur un territoire. Donc ça pose des questions sur des modes d'accès nationaux et plus locaux à ces données, avec un circuit d'information individuelle systématisé pour les patients, une proximité de la production des données, pour moi, en santé. Un data scientist, c'est d'abord quelqu'un qui connaît le contexte dans lequel naît la donnée, avant d'être un spécialiste du gradient boosting, du SVM ou des forêts aléatoires. Donc finalement, un data scientist en santé, c'est bien d'abord un expert du contexte dans lequel naît la donnée, avant d'être un expert des méthodes qui vont les transformer. C'est pour ça qu'on a besoin d'une structure tierce qui s'inscrit en faux par rapport à l'idée que les données parleraient d'elles-mêmes, y compris du point de vue éthique, un peu comme avec les patients. On n'est jamais seul face à un patient. On est toujours pris en charge en équipe. Et donc, c'est ce qui nous a valu de défendre la notion de hub local avec cette clinique des données que d'autres appellent centre des données cliniques. C'est un vrai enjeu de transformation de nos recherches. C'est probablement une nouvelle forme d'épidémiologie des données. On parle très vite en millions et paradoxalement, on a encore plus besoin de s'interroger sur la validité de l'information, sur les biais qu'elle comporte. Alors, on partage la même infrastructure à l'échelle de tout le Grand Ouest. Et donc là, la force de frappe, elle est beaucoup plus grande. 4,6 millions de patients, plus de 6 millions de séjours. Donc, ce sont des institutions, des CHU, qui ont la même activité, mais qui sont juridiquement indépendants, qui partagent la même infrastructure technologique et qui, aujourd'hui, sont capables de proposer des informations sur un bassin de population de plus de 11 millions d'individus, avec cette même inversion des hiérarchies. D'abord la gouvernance, à la fin la technique et la mise en œuvre réglementaire vis-à-vis des patients. Alors je vais sauter par-dessus cet exemple de projet, juste peut-être un petit mot pour vous dire que ça s'inscrit en pleine cohérence dans le contexte national avec le projet Health Data Hub, avec cette articulation entre une ambition nationale que nous soutenons et une organisation des données qui part forcément de là où elles sont produites et transformées, avec des petits guillemets sur la notion de patrimoine des données françaises, que je trouve que c'est une fausse bonne idée. Et en tout cas, c'est ce qu'on a expérimenté au cours des dernières années avec Hugo. S'il me reste quelques minutes, je voudrais vous parler d'une technique dont on envisage le recours systématique. Donc là, je bascule complètement dans, pour le coup, un peu de technique. Donc vous avez compris que notre rôle, c'est de mettre à disposition des données qui sont, on dit souvent anonymisées, on devrait dire pseudonymisées, aucun identifiant direct, mais par croisement, potentiellement, les individus peuvent être réidentifiés. Dans cette salle, 5 ou 6 caractéristiques physiques suffiraient à réidentifier chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas open bar, en fait, ces données. Je ne peux pas y donner accès, même si je le voulais. Ça fait courir des risques aux patients qui me font confiance en nous autorisant à analyser leurs données. Et donc, on a travaillé avec cette société WeData, à laquelle je collabore,
pour remplacer des données personnelles, on va dire pseudonymisées, aucun identifiant direct, par des données de synthèse qui conservent la valeur informative de l'information, y compris dans sa granularité individuelle, mais qui abolit le risque de réidentification des individus. Donc on appelle ça un avatar. Et donc toute l'idée, c'est là où aujourd'hui on travaille avec des données personnelles et on fonçait directement vers l'analyse, notre service dit, attendez les amis, il n'y a peut-être pas de légitimité à faire courir un risque de réidentification. Et je ne vous parle pas de mes internes en médecine qui partent avec les données sur leur clé USB et qui la perdent dans le tram ou dans le métro. Donc on va passer par une étape intermédiaire et on va leur confier en fait des données qui ressemblent énormément, mais qui sont des données de synthèse, des données simulées, et on va se donner cette étape supplémentaire pour ne pas faire courir aucun risque de réidentification aux patients. Il n'y a probablement aucune légitimité éthique. Donc, pour prendre un exemple extrêmement simple, hein, si ça c'était les données réelles, on va donc un garçon de 9 ans faisant 129 cm avec les yeux bleus, voilà, correspondrait à celui qui initialement avait 12, faisait 147, etc. Donc si on prend un patient ici, donc cette technique, en fait, elle va créer, là où dans la simulation on crée du même, là on va créer de l'aléatoire. Et donc si on le faisait tourner plusieurs fois, en fait, à chaque fois qu'on va créer un nouvel avatar, on va créer de la différence. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait d'habitude en simulation, y compris avec de l'IA. Vous comprendrez peut-être un petit peu mieux en images. Je vous ai préparé une petite animation. Donc on prend un individu. Pour chaque individu, on va faire une modélisation relativement locale. Et on va pouvoir générer ici une centaine d'avatars différents pour chaque individu. Donc on va perdre la donnée originale dans une espèce de petite forêt locale. Et ça marche extrêmement bien, quels que soient les patients, y compris quand ils sont aux marges, avec des petites filouteries, aux marges du jeu de données. Et donc ici, si chaque point en bleu représente un avatar dans un espace de données multidimensionnel, eh bien, si je le fais plusieurs fois, vous allez voir qu'on reste toujours autour de chaque individu, mais à chaque fois, on se balade dans différents domaines du jeu de données. Donc, on perd le risque de réidentification. Par contre, on conserve extrêmement bien la valeur informative du jeu de données dans sa granularité individuelle. Le rêve pour pouvoir proposer à des polytechniciens de faire des analyses de données en santé directement à partir de données issues des CHU. Donc ça marche extrêmement bien. Il y a plein de métriques pour pouvoir vérifier donner des garanties vis-à-vis des patients. Vous voyez, je reviens toujours au patient, celui que je soigne, celui à qui je dois une confiance. Eh bien, j'ai des métriques par individu pour lui garantir le respect de sa vie privée. Et donc, pour vous donner quelques exemples, j'ai pris ici un essai clinique. Alors, c'est une trithérapie dans le sida. C'est des données qui ne sont jamais accessibles de manière individuelle, parce que l'industrie pharmaceutique, en général, garde les données d'essais cliniques, son potentiel qui mettent sur le marché les données. Et bien, avec nos avatars, ici, là, on conserve exactement les mêmes proportions de patients que l'on fasse qui atteignent le critère de jugement ou qui sont bien traités. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les données originales et les données avatarisées. Donc on arrive aux mêmes conclusions. Je vois que l'heure tourne. Ça marche aussi dans d'autres exemples où que l'on développe des algorithmes dits d'intelligence artificielle, ici du SVM. On arrive au même modèle, aux mêmes conclusions, qu'on utilise les données pseudonymisées des patients en leur faisant courir potentiellement un risque de réidentification, ou bien des données avatarisées. Donc peut-être qu'au fond, notre réflexion, c'est de dire, mais si on a les outils pour, il n'y a peut-être aucune légitimité à utiliser les données des patients sous leur forme originelle, même sans identifiant direct, si on a la possibilité de produire des analyses intéressantes néanmoins. Et on peut probablement s'interroger sur le fait que c'est vrai dans d'autres domaines. Donc voilà, c'était un tout petit mot pour dire ça, effectivement, que probablement, au final, c'est une question d'éthique, moins qu'une question de technique, et ça s'inscrit dans des réflexions locales et par en bas sur la dimension éthique de nos recherches. En guise de conclusion, je crois c'est un bon exemple où les technologies, si on les maîtrise, elles créent des opportunités. Et c'est à nous de décider ce que l'on veut en faire. Et avec Martin Heidegger, puisque cet après-midi vous parlerez un petit peu d'éthique, et peut-être un peu contrairement à ce que disait le professeur Valencien, il y a une tension existentielle dans nos rapports aux outils.
Il ne s'agit pas de parler à la table, il s'agit de comprendre que dans mon rapport à des techniques, quelles qu'elles soient, se joue le design, un enjeu existentiel sur notre rapport au monde. Il y a peut-être un rôle particulier pour les données de santé. Est-ce que c'est une exemplarité? Oui, on se donne des moyens de ne pas trahir la confiance de nos patients. On ne les appelle pas nos clients. Et vous seriez peut-être surpris si on avait la même transparence vis-à-vis des données, de l'usage des données qui est fait, par exemple, par les opérateurs de téléphonie. Il y a des marqueurs extrêmement importants. Vous avez sensibilisé sur celui de l'intentionnalité des données, les questions de consentement, de transparence. Est-ce qu'il peut y avoir de la transparence sans consentement? Est-ce que c'est si particulier que ça parce qu'il y a des surfonds de santéisme? Probablement pas. Et le déploiement des entrepôts de données biomédicaux, on a des vraies opportunités en France. C'est vrai que ce sont des mines des données à plusieurs... il y a de multiples jeux de mots possibles. Ils sont un peu cachés, ils sont sécurisés dans nos établissements. Ces données, elles ne sont pas si faciles d'accès. Peut-être que c'est un diamant qu'il va falloir tailler, polir. Mais en tout cas, on est dans des usages secondaires qui sont non intentionnels. Et notre ambition, et je terminerai là-dessus, c'est probablement de créer entre les patients un deuxième niveau de solidarité. Le premier, c'est celui que vous connaissez, c'est celui financier qui fait que nous payons les uns les autres notre soin, mais qu'à travers le partage des données, on crée ce que j'appelle une solidarité, c'est-à-dire qu'une solidarité entre les patients qui passe par le partage des données et qui fait que demain, on sera en mesure de mieux soigner chacun de nous grâce à ce partage des données. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On va prendre le temps d'une ou deux questions. Moi, j'en ai plein, mais je ne vais pas monopoliser. Bonjour, Sébastien Fromentin du coup. Alors nous on vient plus du domaine du microbiote et j'ai une question, mais c'est peut-être une discussion qu'il faudrait que j'aie avec vous après. Est-ce que vous intégrez en fait le microbiote dans les données de l'ensemble des individus que vous avez? Vous avez une taille de... Alors oui et non. Oui, souvent les données de microbiote aujourd'hui c'est quand même des données qui viennent de la recherche. L'entrepôt de données biomédicales, ici, il vient des données du soin. Donc, le jour où on pourra se faire prescrire un microbiote et il sera remboursé, ça intégrera les données de soins et on se posera la question de comment elles rentrent dans mon entrepôt de données. Donc ça, c'était plutôt le non. Le oui, c'est quand nos collègues font des analyses de microbiote, ils disent bah oui, mais on a besoin d'intégrer ça avec d'autres données, y compris des données historiques. Et donc là, on va intégrer les données de recherche sur le microbiote et les données qui viennent du soin. Donc on est typiquement dans l'enrichissement d'une des premières diapos. Parce que je complète, mais on va en parler cet après-midi, mais c'est vrai qu'on est dans une volonté d'avoir des projets de taille de plus en plus importante, et je pense qu'on se rejoint très fortement là-dessus, donc ça serait intéressant, je pense qu'on en discute. Microbiote intestinal, sanguin, etc. Ouais, super. Bonjour, Alexandre Trimplier, Société Quinten. Une petite question par rapport à l'avatar. Se développent en ce moment très très vite les méthodes de federated learning et de cryptage homomorphique. Est-ce que vous voyez ça comme un complément de l'avatar ou est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement permettrait d'éviter de passer par cette phase? Enfin, comment vous voyez arriver ces techniques? Complète synergie. L'avatar, en fait... Il y a deux philosophies. Dans le federated learning, en gros, les données ne voyagent pas, c'est les algorithmes qui voyagent. Et du coup, on garde un contrôle sur ce qui est fait chez soi. Donc ça, c'est très bien. Donc il y a toute la question du contrôle des usages. Mais partager les données, par exemple en enseignement, c'est extrêmement compliqué. Donc là, en particulier avec des sociétés comme Okin, on pourrait peut-être le faire avec Quinten, je pense que les deux vont dans la même direction, c'est-à-dire accélérer le partage des données. On pourrait très bien imaginer commencer très vite à faire pas distribuer avec des avatars, ne serait-ce que pour comprendre ce que les uns et les autres on essaie de faire avec les données. C'est un problème qu'on a régulièrement. On a quasiment une société privée qui nous contacte par semaine. S'il y a de toute façon 6 mois de réglementaire, juste pour avoir un accord de confidentialité, on ne va pas s'en sortir. Et pour les grosses sociétés pleines de succès comme la vôtre, ce n'est pas trop un problème.
Mais pour les petites boîtes, c'est quasiment impossible. Moi, ce que je veux, c'est que un lycéen qui a une super idée, il puisse la tester, la confronter à des données. Pour ça, des avatars contrôlés, éventuellement un petit peu plus bruités parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, c'est une super solution. Mais c'est vrai que j'accepte de perdre le contrôle sur les usages qu'il va faire de ces données. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une opposition entre les deux. C'est deux facilitateurs, et dans les deux cas, je trouve on asservit la technique à un respect des données. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a déjà une demi-heure de retard. Donc merci encore. Et puis bon, de toute façon, vous aurez l'occasion de poser des questions au moment du repas si vous êtes encore là. Merci beaucoup. C'est vrai. Donc pendant qu'on fait le changement de micro, je vous présente l'oratrice. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, la personne suivante. Donc Bénédicte Poumared du CEA LIST qui va nous parler, alors pas forcément que d'intelligence artificielle, mais plutôt de numérique en général au service de la maîtrise et de l'optimisation des rayonnements ionisants en santé. Alors bonjour, hop, ça marche. Bonjour. Donc, alors moi je vais rentrer dans le dur, dans le numérique en santé, en tout cas ce qui concerne les rayonnements ionisants. Je ferai une ouverture à la fin sur l'utilisation de l'IA, parce que bien évidemment, en radiothérapie, alors nous on dit qu'on est à la préhistoire, c'est pas à l'enfance, c'est la préhistoire, mais ça revient à peu près au même. Il y a pas mal de choses qui se passent. Mais avant, là, ce que je voulais montrer, c'était l'intérêt, parce qu'en fait, numérique, il y a des choses qui se ressemblent. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au CEA, donc sur la maîtrise de l'utilisation des rayonnements ionisants en santé, que ce soit en diagnostic ou en thérapie. Donc déjà quelques mots de contexte. Alors je ne savais pas du tout, voilà, je rappelle rapidement, ça sera peut-être des redites, peut-être que c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais donc les rayonnements ionisants en santé sont utilisés aussi bien en thérapie qu'en diagnostic, donc en imagerie, tout ce qui est radiologie conventionnelle, mammographie, imagerie scanner. Et l'objectif du radiologue, c'est d'avoir la meilleure image possible. Et en thérapie, donc la radiothérapie, qui reste quand même une des techniques les plus efficaces et les moins coûteuses pour le traitement du cancer, et qui est donc un traitement loco-régional. Et l'objectif, c'est de viser la tumeur, détruire les cellules cancéreuses en préservant les tissus sains. Et pour répondre à ces enjeux de meilleure image, il y a du travail à faire, parce que déjà, en diagnostic, alors la meilleure image, ça veut dire on envoie le plus de doses possible. Parce que plus vous allez faire un faisceau qui va être plus long, plus énergétique, meilleure votre image sera. C'est de la physique, c'est comme ça. Et donc, il y a vraiment une demande d'optimiser ce rapport qualité-image-dose délivrée. Et pour faire ça, il faut qu'on développe des solutions numériques qui prédisent la dose de façon personnalisée aux patients et qui permet aussi de développer des indicateurs de qualité-image qui couplent l'œil du radiologue et des méthodes numériques. Donc là, on parle de méthodes qui ressemblent à de l'IA. Et en radiothérapie, l'objectif, c'est pareil, c'est d'optimiser, de personnaliser les traitements, avec derrière l'idée d'optimiser les doses et de réduire la toxicité au tissu sain. Donc là, on développe aussi des solutions numériques qui sont basées sur un jumeau numérique du patient. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est de la physique. Et on arrive à optimiser les traitements avec la physique des rayonnements ionisants. Je suis physicienne, je ne suis pas ni biologiste ni médecin. Et on travaille beaucoup avec les biologistes pour que derrière, on introduise la réponse biologique du patient pour pouvoir aller vraiment jusqu'à tester des traitements, remplacer des essais cliniques et des choses comme ça. Alors pourquoi on fait ça au CEA? On a une expertise en modélisation, notamment en simulation Monte-Carlo. Et l'intérêt, c'est effectivement quelque chose qui s'est développé ces dernières années parce qu'on a des moyens de calcul qui deviennent très intéressants. Donc ça nous permet de développer ces méthodes qui sont lourdes en termes de temps de calcul. On a aussi beaucoup de compétences sur des méthodes statistiques de traitement de données qui nous permettent de traiter des images. Et chose qui est importante aussi, c'est que le numérique, c'est sympa, c'est bien, mais s'il n'est pas validé avant notre modèle, on peut aussi faire des erreurs. Donc on a aussi des expertises en mesure de la dose.
Et ça, c'est permis grâce à une plateforme, donc j'en ai quelques mots, qui est assez récente au CEA, qui a environ 4 ans. Et c'est une plateforme qui a été créée donc, suite à des discussions qu'on a eues avec l'INCa à l'époque, qui permet en fait, qui est dédié, un espace technologique qui est dédié aux technologies de la radiothérapie et de l'imagerie. Donc on a en fait des activités de recherche, de formation et d'accueil, et on a des accélérateurs linéaires, donc les mêmes que ceux qu'on trouve dans les centres cliniques, qui sont ouverts la journée. On n'a pas de patients sur cette plateforme, on a que des jolis fantômes, comme vous pouvez voir en bas, des fantômes anthropomorphes. On a beaucoup d'instrumentation, donc 2 accélérateurs, un scanner, des sources diverses et variées. Et l'objectif, c'est vraiment de prédire, contrôler et mesurer les doses délivrées. Et on travaille de façon très proche avec les radiothérapeutes, les physiciens médicaux, pour pouvoir développer des logiciels, des méthodes numériques qui permettent d'atteindre ces objectifs-là, avec un volet formation pour les manipulateurs radio et les physiciens médicaux assez intéressant, parce qu'on a des accélérateurs qui sont disponibles en journée et sur lesquels on peut faire des essais. Alors, les développements réalisés. Donc, ces expertises nous ont permis de développer des logiciels de détermination des doses. Donc, dans le contexte où, effectivement, on voit une augmentation des expositions aux rayons X d'origine médicale, avec toujours une mauvaise connaissance des effets biologiques, surtout sur les faibles doses. Et dans certains cas, des absences, dont je vous l'illustrerai, d'absence de solutions cliniques qui permettent un calcul précis et personnalisé de ces doses. Donc, l'objectif, c'est effectivement un calcul personnalisé sur un jumeau numérique pour optimiser et aller jusqu'à proposer des outils d'aide à la décision aux radiothérapeutes et d'optimiser des protocoles. Donc là, c'est le processus en fait, de la radiothérapie. Donc on le retrouvera à la fin. Je vous montrerai les différents développements qu'on peut voir aussi en IA. Donc on a tout un volet imagerie, acquisition de données, de recalage, fusion, segmentation. Donc le médecin contourne la tumeur, délimite les organes à risque. Ensuite, on a une étape de calcul de traitement. Donc c'est ce que je vais vous présenter. C'est là où on a une expertise, où on propose des choses. On fait le traitement et on archive les données patients. Donc là, il y a aussi des étapes, des choses à faire en intelligence artificielle. Donc en fait, l'apport du numérique dans ces sujets-là, c'est qu'en fait, on a un modèle numérique complet de l'accélérateur. Donc en fait, c'est un modèle qui est rentré sous un code qu'on a développé, mais qui est basé sur des méthodes Monte-Carlo. Donc on rentre l'accélérateur, la source d'électrons, les collimateurs, les mâchoires pour le patient. Et on a aussi un modèle numérique du patient. Donc à partir de l'image scanner, en fait, on la segmente, on assigne des tissus et on définit des grilles de calcul. Donc ça, pour les calculs Monte-Carlo, il faut qu'on ait effectivement tissu, densité. Donc c'est des choses qu'on fait. Donc on a un modèle numérique du patient. Et derrière, on simule complètement, en prenant en compte toute la physique de façon rigoureuse, du transport des particules dans l'accélérateur, donc de la source jusqu'au dépôt de dose dans le patient, et que ça nous permet ce calcul précis et prédictif. Alors, quelques exemples. Donc là, ça ressemble, alors c'est aide à la décision, c'est pas de l'IA, mais on aide le radiothérapeute. En fait, aujourd'hui, il y a des nouvelles, alors c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des méthodes qui existent en radiothérapie, qu'on appelle la radiothérapie l'IMRT par conformationnelle. Donc en fait, on a le champ d'irradiation qui tourne tout autour du patient de façon continue et qui délivre la dose tout autour du patient. Alors ça permet de réduire la dose d'entrée au patient et on garde la même dose à la tumeur. Auparavant, on avait plutôt 4 faisceaux ou 2 faisceaux. Mais vous voyez bien qu'entre ces deux méthodes-là, il y a toute une dose faible, mais qui est un volume irradié beaucoup plus large. Et aujourd'hui en clinique, on a des calculs qui sont tout en bas, là, où en fait le plan de traitement calcule la dose dans le champ d'irradiation, puis en dessous il met 0, c'est les points bleus, il n'y a pas de dose. Et dans la vraie vie, les photons, je peux vous dire qu'ils se trimballent un peu partout, et il y a des doses, alors qui sont faibles, mais il y a des doses, et qui peuvent impacter la qualité de vie du patient après traitement. Alors, notamment en pédiatrie, on travaille beaucoup avec la PHM, où le centre spécialisé sur les traitements radiothérapie pour les enfants sont embêtés avec les problèmes de stérilité ou des problèmes après au niveau de leucémie ou de cancer qui sont radio-induites. Et donc, il n'y a pas d'outil qui permet de faire ça. Donc, on a développé, effectivement, alors c'est quelque chose qu'on est en cours de développement, on a un doctorant sur le sujet, pour pouvoir proposer aux praticiens, à partir des données cliniques, comparer 3 ou 4 protocoles. Aujourd'hui, c'est vrai que vous arrivez en radiothérapie, souvent,
prostate, tel stade, tel âge, machin, vous avez un protocole. Donc c'est 4 faisceaux, 3 faisceaux, de la curie, ou ça commence un peu à se personnaliser, hein, j'exagère le trait, mais là l'idée c'est effectivement de comparer, est-ce qu'on fait 4 faisceaux, est-ce qu'on fait de l'IMRT, est-ce qu'on fait même de la protonthérapie, et on prend en compte non seulement la dose de la tumeur, donc on voit qu'on respecte dans chaque cas la dose qui est prescrite par le radiothérapeute, mais on prend aussi en compte la dose délivrée au tissu sain, et ça permet de réduire des toxicités et améliorer la qualité de vie après patient. Alors ça, aujourd'hui, c'est qu'au niveau physique. L'étape d'après, ça serait d'avoir en plus le risque biologique. L'autre exemple, c'est donc une problématique qui apparaît là depuis quelques années, a été développé en radiothérapie un système pour positionner le patient correctement. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Donc ce système-là, ça s'appelle le système d'imagerie embarquée, donc qui est perpendiculaire à l'axe du faisceau en fait de radiothérapie. Donc c'est comme un imageur scanner, c'est les mêmes énergies avec un détecteur au silicium en face. Et en fait, on fait des images, parfois journalières dans certains protocoles, pour imager la position du patient et vérifier qu'il est bien positionné par rapport à ce qu'on avait prévu avant de faire la radiothérapie, histoire de ne pas être décalé de quelques millimètres par rapport à la tumeur. Le problème, c'est que cette image-là irradie un large volume de tissu, parce qu'en fait, c'est des champs de 40 par 40 cm² environ, par rapport aux faisceaux de radiothérapie qui sont faibles, les doses qui dépendent de la morphologie, et aujourd'hui, ces doses ne sont pas connues, très très mal connues, parce que déjà c'est compliqué de les mesurer, ça c'est la physique, c'est des faibles énergies, et il n'y a pas de moyens numériques en fait qui permettent de la calculer. Et on commence à voir quelques papiers avec des risques, parce que c'est des doses faibles qu'on rajoute, ça peut atteindre quelques grès. Donc c'était une problématique qui a été soulevée par des cliniciens, ils sont venus nous voir, et donc on a développé un système donc, basé sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur nos calculs Monte-Carlo. Donc c'est un système qui est aujourd'hui en test dans 4 centres cliniques partenaires, donc à Marseille, à Rodégo-du-Chaux à Rennes, à Nantes et au centre Jean Perrin à Clermont. Donc en fait, le physicien a le scanner du patient, donc on lui a donné un module qui permet d'anonymiser le scanner et d'affecter les tissus. Ensuite, il nous envoie toutes les données sur notre plateforme, parce qu'il faut avoir quand même des moyens de calcul pour faire la simulation avec le protocole d'imagerie qui a été utilisé, et nous, on renvoie la carte de dose. Et donc, il récupère cette carte de dose. Alors, l'intérêt, c'est que déjà, il a une dose qu'il peut mettre dans le dossier patient, parce qu'aujourd'hui, on demande de mettre la dose due à l'imagerie de positionnement, mais ils sont bien embêtés pour la mettre, ils ont des indicateurs globaux, en fait. Un indicateur global n'est pas la dose à l'organe. Donc, en fait, on renvoie des cartes de dose, et l'objectif derrière, donc, c'est effectivement de connaître les doses, mais après, derrière aussi, c'est de les optimiser. Et là, je vous montre un exemple. Donc, c'est quelque chose qui a été fait à Rennes, en fait. C'est pour un protocole pelvis. Aujourd'hui, sur l'accélérateur utilisé, il y a un seul protocole, et que vous ayez un enfant de 2 ans, de 10 ans, de 5 ans, ou un monsieur de 70 ans, c'est le même protocole. Et quand on regarde, vous voyez la différence des doses. Donc ça, c'est uniquement la morphologie, c'est de la physique. Vous pouvez, c'est la physique. Et ce qu'on voit qui est surdosé, c'est les os, puisqu'en fait, on travaille à faible énergie de photons, donc les os absorbent beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver en radiothérapie, par exemple. Et on voit qu'on a des doses qui peuvent être 3 fois plus élevées pour les enfants, avec des doses, alors c'est 60 milligrammes, c'est pas grand-chose par rapport au degré dans la séance, mais si vous le faites à chaque séance, aux 40 séances, ça commence à faire des doses assez importantes. Et donc, ce qu'on propose, alors ce qu'on fait avec les radiothérapeutes et les physiciens, c'est de l'optimisation. En fait, cette imagerie de positionnement, elle ne sert juste à vérifier que le patient est bien positionné. On ne fait pas du diagnostic. Donc, il faut avoir des repères osseux. Là, vous voyez, sur le protocole optimisé, on arrive à avoir les repères, on arrivera à positionner le patient. Donc, on a changé le nombre d'arcs, on a changé les masses, etc. Et on arrive à diviser la dose par 12. C'est quand même super intéressant parce que vous voyez, la dose à la moelle était quand même assez importante. Donc ça, c'est un exemple, voilà, l'apport du numérique et de la simulation. Le dernier exemple, c'est le scanner. Donc ça, l'exposition au RX d'origine médicale est en constante augmentation, alors en France, mais dans toute l'Europe. Et notamment, le scanner représente quasiment plus de 70% des doses efficaces collectives par les personnes. Alors là, c'est pareil. L'objectif, en fait, c'était d'essayer d'avoir un rapport qualité-image-dose
le meilleur possible. Donc l'idée, c'est effectivement de délivrer la dose minimale pour avoir l'image voulue par le radiologue. Alors aujourd'hui, si vous allez faire un scanner et que vous demandez la dose délivrée, au mieux, vous aurez ce qu'on appelle un CDTI, donc c'est un indicateur de dose à l'entrée, au mieux, parce que souvent, même, on a du mal à voir quelque chose. Donc ce qu'on a décidé, ce qu'on a fait, c'est de développer un modèle du scanner. Donc on a développé, on a numérisé, on a rentré le modèle du scanner avec notre patient virtuel pour calculer la dose à l'organe. Et en parallèle, on a développé donc un modèle mathématique d'observateur adapté à une tâche clinique avec des radiologues. Donc là, c'est le modèle numérique du scanner. Donc vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve les hélices. Le scanner, il a un mouvement hélicoïdal et on retrouve dans le dépôt de dose les hélices du scanner. Et là, je vous l'ai montré parce qu'en fait, c'est pour vous montrer l'intérêt d'avoir les moyens expérimentaux, c'est qu'on valide effectivement tous nos modèles numériques sont vraiment validés par des mesures. Donc dans des fantômes, là en haut, vous voyez un fantôme d'enfant dans lequel on peut mettre plein de détecteurs et ça nous permet vraiment de valider nos modèles avant de les proposer à un clinicien. Donc là, on a fait des calculs. On a des doses à différents organes au niveau du pelvis, de l'utérus, des testicules. Vous voyez qu'on est en moyenne à 20 mg. Le CDTI qui est indiqué par la console sur ce scanner-là, c'est 6,9 mg. Donc c'est un truc, c'est un indicateur de dose en entrée qui est loin des vraies doses reçues par les organes. Et derrière, donc on a travaillé sur la qualité image. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un fantôme qui permet, dans lequel on a des tâches de détection ou des tâches de discrimination. Et en fait, on a fait lire à des radiologues, donc on a travaillé beaucoup avec Necker et encore la PHM, où en fait le radiologue disait je vois pas, les tâches de discrimination c'était la forme, et en fait on a développé des modèles observateurs donc, qui prend en compte l'œil du radiologue et des modèles mathématiques pour voir la détectabilité et la discrimination. Et on se rend compte qu'on peut avoir des réglages en fait, donc quand on compare la dose à la qualité image, on peut réussir à faire des images scanner avec la même qualité image en réduisant les doses d'un facteur 2. Donc c'est toujours quelque chose de prix. Alors les perspectives et l'IA. Donc là, ce que je vous ai montré en fait, donc c'est effectivement numérique. Alors on peut faire derrière un peu, on l'a fait en imagerie scanner, on peut recalculer les doses à un patient. Après, on a des relations entre la taille de son contour, son poids, etc. Donc on peut faire de l'apprentissage sur des données simulées dès qu'on en a un grand nombre pour essayer de trouver des modèles. Mais derrière, l'idée, c'est vraiment d'avoir une dosimétrie personnalisée. Et l'intérêt, là, c'est en discutant un peu avec la CPAM, dans le cadre du DMP, c'est d'avoir un suivi dosimétrique personnel. Ça fait longtemps qu'on entend parler, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. On a les outils pour. Si on a le scanner d'un patient, on sait récupérer les données, les caractéristiques qui ont été utilisées pour le faire, et on peut recalculer la dose au patient, et on pourrait le rentrer dans son dossier. Et en radiothérapie également. En radiothérapie, donc améliorer l'efficacité des traitements, mais là, comme je vous l'ai dit, en fait, on se base que sur les caractéristiques physiques du traitement, basées sur les modèles numériques. Et en fait, le Graal et le rêve des radiothérapeutes, c'est de passer au modèle biologique et de savoir prédire la réponse biologique du patient pour réduire la toxicité et prédire précocement la réponse de la tumeur et des tissus sains. Et donc ça, alors, il y a une voie qui est faire des tests de radiobiologie, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc on fait des tests de radiobiologie, radiosensibilisation, etc., radiosensibilité, et on essaye de l'intégrer dans notre calcul de dose pour avoir un risque, mais c'est compliqué parce que les modèles entre les cellules, c'est pas pareil qu'un animal, et l'animal, c'est encore pas pareil que l'homme. L'autre solution, c'est effectivement d'utiliser de l'IA. Et donc c'est, alors là, à partir de toutes les données qu'on a, d'essayer de faire des modèles pour essayer, pour chaque patient, de trouver la prescription qui soit la meilleure pour garantir le contrôle tumoral et réduire les effets secondaires. Et là, le diagramme que je vous ai mis en bas, c'est le nombre de publications. Alors depuis 2011, je n'ai pas les 2 dernières années, mais c'est juste pour illustrer un peu l'activité IA en radiothérapie. Donc si vous faites radiothérapie ou radiation thérapie ou radiation oncologie et deep learning ou deep network, voilà le nombre de publis. Donc c'est assez impressionnant, mais ça montre que c'est effectivement un sujet qui est d'actualité en radiothérapie. Et là, je vous ai remis les étapes du traitement pour vous montrer où. Donc il y a beaucoup de développement en ce moment. Donc j'ai essayé d'être assez exhaustive. Il y en a certains que je connais parce qu'on en fait nous-mêmes, d'autres, c'est vraiment dans la littérature.
Donc bon, au niveau de l'acquisition des données, on a tout ce qui est effectivement traitement d'image, amélioration de la qualité, l'image qualité. Il y a un gros travail sur la conversion des images IRM en images CT. Parce qu'en fait, l'image IRM permet de donner des informations fonctionnelles ou des informations morphologiques que l'image CT ne donne pas en radiothérapie. Et quand on fait les calculs aujourd'hui, tous les logiciels de calcul de dose se basent sur l'image CT parce qu'il faut l'atténuation des rayons X par rapport au corps humain. Et donc, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de convertir l'image IRM en image CT en se basant sur des méthodes d'IA. Un endroit où on trouve beaucoup d'IA, c'est tout ce qui est segmentation automatique des organes à risque et des doses et des volumes cibles. Alors, en fait, aujourd'hui, le radiothérapeute, il contourne à la main sur chaque coupe de scanner, c'est très très long. Et donc, en fait, ce qui est en train d'être fait, donc là, c'est une illustration, c'est du deep learning, du deep learning contouring. Donc, il y a pas mal de choses qui sortent et c'est en gros les quelques produits qu'on commence à voir en clinique pour avoir un contourage automatique des organes. Et c'est un gain de temps énorme pour les radiothérapeutes. L'autre application où on voit aussi beaucoup de choses bouger, c'est la radiomique. Donc là, nous, on travaille dessus. Donc ça, c'est l'image d'en bas. Alors l'idée de la radiomique, c'est qu'on utilise toutes les modalités d'imagerie, donc le CT, la TEP, l'IRM, et en essayant d'extraire d'une façon plus ou moins automatisée, ça dépend des modèles, sans hypothèse a priori, des paramètres quantitatifs. Et du coup, on a vraiment l'information quantitative dans l'image. Et l'exemple que je vous montre là, c'est quelque chose qu'on a fait effectivement dans notre équipe. C'était pour les glioblastomes. On a à partir d'une image IRM, alors différentes séquences d'IRM, d'imagerie TEP et CT, on arrive à reconstruire en fait des volumes, et notamment le réseau sanguin. Donc c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes, et le volume tumoral. Donc ça, c'est des choses qui commencent à bouger. Gestion des mouvements, donc là c'est pareil, il y a pas mal de travaux, l'imagerie de positionnement avec la radiothérapie adaptative. Le Graal, c'est adapter en temps réel la dose délivrée au patient, parce que le patient bouge. On fait de l'imagerie temps réel, on adapte le traitement. Après, une fois qu'on a les données, il y a aussi tout ce qui est extraction de données, modélisation des données. Donc vraiment, sur la chaîne de la radiothérapie, il y a beaucoup d'endroits où on voit des développements. Et il y en a un dernier, où je veux dire quelques mots sur c'est pareil, c'est des développements qu'on fait dans notre équipe. Donc c'est des outils de la décision pour le radiothérapeute. Alors en fait, là, c'est la PHP qui est venue nous voir, donc notamment à l'hôpital Tenon, le professeur Cusno, qui nous a posé la question, voilà, pour tout ce qui est cancer urologique, est-ce que vous pourriez faire un outil qui nous permettrait d'avoir des aides à la décision? Donc on est parti sur un outil qu'on a développé, qui est utilisé pour d'autres applications, mais qui peut être utilisé dans ce cadre-là, donc qui permet en fait, à partir d'observations et de bases de règles, de modéliser les connaissances pour proposer des... Alors je m'y prends des décisions, c'est plutôt proposer des décisions parce qu'on ne prend pas des décisions. Et là, l'intérêt, c'est qu'en fait, la base de règles, ça peut être des protocoles cliniques, mais c'est aussi des interviews des experts qu'on rentre après en règles. Et derrière, on a un moteur d'inférence qui permet de faire des propositions de traitement. Donc ça, c'est l'exemple de l'interface, en fait. En plus, c'est une base de données qui s'enrichit au fur et à mesure des cas. Donc, plus on l'utilise, plus on enrichit la base et on est meilleur dans nos propositions. Et en fait, en sortie, c'est juste une proposition par rapport à des données biologiques du patient, par rapport à des cas qui ont déjà existé, sur des traitements, sur chirurgie, parachirurgie, curillothérapie, radiothérapie, etc. Et derrière, on fait aussi un rapport texte donc c'est fait en RCP, on l'a appelé RCP, notre outil, parce que c'est utilisé dans les réunions de commission pluridisciplinaire en cancéro. Et en fait, on sort aussi un fichier texte avec toutes les données. Et ça, alors, les oncologues adorent, parce qu'ils ont le fichier texte avec toutes les données sous le bon format. Donc, on a fait ça pour les cancers de la prostate, de la vessie et du rein, mais on peut le décliner avec à d'autres cas de cancer. Donc pour conclure, alors je disais, c'est pas les enfants, on pense que c'est la préhistoire aujourd'hui dans le domaine de la radiothérapie et que on voit plein d'autres applications, tout ce qui est le contrôle. Alors ça, c'est plus de la santé, c'est vraiment physique, mais le contrôle qualité des machines. Il y a beaucoup de méthodes d'IA qui arrivent pour automatiser les contrôles de machines, pour prédire des pannes de machines, pour alléger tous ces contrôles. On a beaucoup de résultats prometteurs, donc avec beaucoup de méthodes de deep learning,
Mais effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à part l'application de la segmentation automatique, aujourd'hui, il n'y a aucune application commerciale en clinique. On n'en trouve pas en radiothérapie. C'est vraiment encore à un stade de recherche. Et un des obstacles qu'on retrouve souvent, c'est le problème, alors, ou le manque, ou la qualité des données. Parce qu'en fait, les données, c'est bien de les avoir, mais il faut aussi qu'elles soient alors, de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire au bon format, compréhensible et utilisable de façon simple. Et j'en ai fini. Ça y est, ça marche. On a le temps pour quelques questions. S'il y en a. Oui. Pourquoi c'est toujours les gens au fond de la salle qui ont envie de poser des questions? J'entends pas. Bonjour. Est-ce que vous suivez ce que fait la société Hawkin dans ce domaine? Non. Okay. Du tout. Je crois parce que je crois qu'ils utilisent la radiothérapie, enfin, les données de radiothérapie, mais vous n'êtes pas en contact avec eux a priori. Non. Okay. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Oui, bonjour, Pierre Guillemot. Vous avez évoqué l'utilisation de l'IA pour le détourage d'organes. Ouais. Est-ce que vous avez développé vous-même les modèles ou vous êtes reparti de choses existantes dans le commerce de Google, des MobileNet ou autres qui semblent donner de bons résultats? Alors nous, on a travaillé sur plutôt ce qui est radiomique. Donc on n'est pas allé jusqu'au contourage. Là, j'ai cité le contourage. On a travaillé un petit peu, il y a Terra Panacea qui travaille beaucoup là-dessus et qui va vendre, qui est en train de passer en phase industrielle. Enfin industrielle, il va vendre son logiciel. Radiomique, nous on a fait donc on a fait de la reconstruction conjointe en fait par méthode bayésienne non paramétrique. Donc en fait on a les données en liste mode, c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas l'image déjà réalisée, mais vraiment les données brutes. Et on fait de la reconstruction conjointe. Alors on ne travaille plus en voxel, on travaille en zone géographique en fait, et on regroupe les zones qui ont les mêmes voilà. Très bien, merci. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus, mais le principe. Y a-t-il une autre question? Bon, ben, je vous propose de remercier une nouvelle fois Bénédicte. Et là, je vais passer la main à mon camarade, Christophe. Organiser peut-être. Donc, bonjour. Donc, c'est le temps de passer à la. On voit que l'IA bouleverse de nombreux secteurs. Donc, à la fois industrie et santé se pose le problème de formation, dans le domaine médical certainement, des soignants, des soignés et des informaticiens dont je fais partie. Donc j'ai le plaisir d'inviter donc les participants à cette table ronde pour échanger dans le petit temps qui nous reste sur ces problèmes de formation. Avec Audrey Chavaz, Arthur André, Nicolas Fiver et Antoine T. On peut se mettre n'importe comment. Oui. Sinon, je reste debout, mais bien qu'on ne verra pas trop la différence. Mais... Bonjour, donc ma première question un peu, par rapport à votre parcours professionnel, un peu et votre lien un peu avec l'intelligence artificielle. Alors on est dans un contexte aussi où on va avoir relativement peu de temps
Donc, si vous pouvez répondre brièvement, ça m'arrangerait, mais pour permettre l'échange après sur la question de la formation. Par exemple, je peux... Audrey, Bonjour, donc je suis Audrey Chavas et je suis expert en facteurs humains. J'interviens dans le secteur notamment industriel, dans le domaine de la santé au niveau des cliniques, et puis une prérogative un peu particulière auprès des services de secours et de sécurité civile en matière de gestion des crises majeures en temps des attentats. Voilà. Et donc je prépare ces équipes et je les forme en intégrant le facteur humain. Bonjour, donc moi je m'appelle Antoine Ténière, je suis professeur de médecine à l'Université de Paris. Je travaille en fait en lien avec les deux thématiques, à la fois facteurs humains via des approches de simulation qui sont en fait développées depuis longtemps dans certaines industries à risque et qu'on met en place dans la santé et qui sont très centrées justement sur ces approches facteurs humains à travers des centres de simulation. Donc celui que j'ai monté s'appelle Illumins, 3 plateformes à Paris. Et puis en fait, je suis aussi impliqué dans le plan santé du gouvernement parce que j'ai écrit toute la partie transformation des études de santé dont vous avez peut-être entendu parler, disparition du numerus clausus, évolution de la PACES, etc. Et donc on repense en fait complètement ces cursus avec cet aspect facteur humain évidemment, mais aussi avec cet aspect intelligence artificielle dont une partie de nos activités est de développer cet impact, de comprendre cet impact de données d'analytique dans l'enseignement pour arriver à mieux modéliser, accompagner la réussite des étudiants qui apprennent la santé à travers des approches basées sur de l'algorithmique. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Moi je suis Arthur André, je suis neurochirurgien. Donc moi j'opère en fait les patients qui ont des pathologies du crâne et de la colonne vertébrale. Et j'ai une approche vraiment moi de praticien vis-à-vis des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Donc je m'intéresse à finalement qu'est-ce qui marche en pratique et qu'est-ce qui bénéficie. Alors actuellement c'est pas très clair, mais qu'est-ce qui va bénéficier aux patients quand on développe à la fois des algorithmes d'aide à la décision, des algorithmes de reconnaissance d'images en imagerie médicale ou en robotique chirurgicale. Donc moi je développe actuellement un algorithme qui s'appelle Sumo à travers une start-up qui s'appelle Cortex qui aide en fait à la prise de décision en chirurgie du dos. Comme vous savez, la chirurgie du dos, c'est une chirurgie de plus en plus prévalente dans nos pays développés où il y a de plus en plus de troubles musculo-squelettiques chez les personnes de plus en plus sédentaires. Et l'idée est de savoir, grâce à l'intelligence artificielle, si et comment on peut les aider avec différentes thérapeutiques en intégrant des facteurs dont on n'avait pas forcément tout le paysage en médecine, on va dire, classique, statistique, traditionnelle. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, pour ma part, je m'appelle Nicolas Pivert, je suis directeur du groupe cardiaque et vasculaire dans la société Medtronic, donc leader mondial dans le dispositif médical implantable, notamment inventeur du stimulateur cardiaque. Et effectivement, aujourd'hui, on intervient dans une pléthore de thérapies, en passant par la neurochirurgie, le cardiovasculaire, la chirurgie bariatrique, l'ensemble des neurosciences, etc. Et bien évidemment, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le training education, mais en tout cas la formation, suite à la mise en place de nos thérapies, de nos dispositifs, que ça soit donc tout ce qui est chirurgie assistée par robotique. On a de plus en plus maintenant également de prothèses connectées, notamment tout ce qui est donc les prothèses qui gèrent le rythme cardiaque. Bien évidemment, cette thématique de la formation des professionnels de santé est majeure pour avoir le meilleur des utilisations. Merci. Donc, une question aussi qui vient à l'esprit, c'est donc on parle de formation, mais déjà de formation acquis. Pensez on parle des professionnels de santé, mais ça peut être aussi d'autres publics qui est aussi une nécessité d'être formé. Je ne sais pas quel est votre avis un peu dessus. Et c'était aussi de savoir, par rapport à la formation actuelle en santé, quels sont un peu les manques, et si vous avez des idées un peu pour les combler, parce que bien sûr on ne va pas changer tout d'un seul coup, mais quel serait un peu le processus pour arriver à un niveau de formation satisfaisante par rapport aux évolutions techno de l'IA actuelle.
Je pense qu'en fait, en termes de formation, il y a deux enjeux. Il y a d'une part l'acculturation à ces nouveaux outils, à l'IA, pour les professionnels de santé et puis aussi pour les patients, les usagers du système de santé. C'est-à-dire que là, on sait par exemple le savoir médical et scientifique explose. En 1950, il fallait 30 ans pour doubler le nombre de publications scientifiques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une semaine. Donc évidemment, il est difficile d'acquérir tout ça. L'enseignement de la médecine, ça a été très longtemps un bachotage, une acquisition de savoir et de savoir-faire encyclopédique. Maintenant, il s'agit plutôt de savoir où trouver l'information. Et ça, l'IA peut énormément nous aider, je pense. Et le deuxième aspect, c'est comment utiliser ces outils numériques, comment les évaluer, etc. Il y a aussi tout l'aspect de simulation, mais ça, je pense qu'Antoine Ténière connaît beaucoup mieux que moi et vous en parlera plus clairement. Mais c'est vrai qu'actuellement, en consultation, par exemple, ce qui était inimaginable quand j'ai commencé mes études de médecine, c'est que moi, je n'ai pas accès à des traitements un peu spécifiques que je ne connais pas parce qu'ils ne font pas partie de mon domaine. Je regarde en même temps que le patient sur mon ordinateur et je prends le temps de chercher l'information là où elle se trouve, si je peux. Et ça, on n'a pas été formé à ça, donc c'est certain que c'est un nouvel enjeu. Alors, ce n'est pas directement de l'intelligence artificielle, mais les outils numériques nous aident quand même à accéder à ce savoir qui se construit en permanence. Et pour compléter ce que vient de dire Arthur, je pense qu'il y a différents éléments qui imposent des modifications profondes de la façon dont on enseigne ou dont les professionnels de santé apprennent. Le premier, c'est effectivement l'accroissement extrême de la rapidité, de l'innovation, de la connaissance, qui est vraiment un élément très spécifique de la santé et de la biologie, enfin de la science, les sciences de la santé au sens large, et qui fait qu'on arrive en fait avec un décalage important entre cet accroissement de la connaissance, dans une certaine mesure les capacités humaines de l'intégrer et par contre de façon réelle les capacités système de modifier des enseignements, des programmes, etc. Typiquement, ce qu'on a fait justement sur le plan santé, c'est essayer de mettre à jour un certain nombre d'éléments de contenu et on s'est rendu compte assez rapidement que la stratégie n'était plus de dire qu'on allait réviser les maquettes tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais qu'on allait mettre en place des systèmes qui permettaient aux maquettes de s'auto-adapter parce que sinon le régulateur ne pouvait pas suivre en termes d'évolution de connaissances, etc. Et la question de la stratégie de données, de l'intelligence artificielle, de l'algorithmique est un bon exemple. Quand vous voyez que dans certains programmes, on en est encore, alors je ne vais pas dire le C2I, mais en tout cas le module PIX, qui est le module transversal numérique, Internet, etc. Et qu'en fait, ce module-là, au moment où il commence à se mettre en place, il est déjà obsolète parce qu'on est passé sur des technologies qui sont très différentes. Donc il y a cet aspect qui est très important. Deuxième aspect, c'est qu'on change aussi complètement de paradigme, et pour faire le lien avec les questions sécurité d'apprentissage, facteur humain, eh bien, on est dans des logiques où finalement on n'accepte plus d'apprendre sur des patients ou sur des patientes et on met en place des nouveaux environnements d'apprentissage qui vont ouvrir aussi des nouvelles stratégies et des nouveaux moyens d'évaluation qui sont beaucoup plus pertinents, qui permettent d'avoir accès de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à l'ensemble des situations qu'un étudiant pourrait avoir à rencontrer et de le former de façon rapide et de l'évaluer aussi de façon appropriée, ce qui était beaucoup plus complexe dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Hippocrate où le jeune interne apprend à faire la ponction lombaire. Si vous demandez à des professionnels de santé, ils ont à peu près tous vécu ça, que ce soit sur une pose de perfusion, une ponction lombaire ou éventuellement une intervention chirurgicale sur le cerveau. Voilà, je me retourne vers Arthur qui me regarde en rigolant. Donc en fait, cette réalité, on ne l'accepte plus, que ce soit en tant que patient, mais aussi en tant que professionnel. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément qui est à double sens, c'est comment est-ce qu'on va apprendre avec ces nouvelles approches, et c'est exactement ce que disait Arthur, le paradigme d'apprentissage change complètement. On ne va plus apprendre du savoir et de la connaissance, on va apprendre à apprendre. C'est ce que moi je trouve aussi passionnant dans mon métier, c'est-à-dire que je vais passer toute ma vie à apprendre des nouvelles choses et quand j'ai fini mes études, il fallait déjà que je réapprenne une partie de ce que j'avais appris
pendant mes études. Et encore une fois, ça s'accélère de façon extrêmement rapide. Donc la stratégie dans la conception de ces nouvelles maquettes, de ces nouveaux programmes, c'est aussi de donner ces compétences-là aux étudiants, apprendre à critiquer, à prendre des décisions à partir des connaissances qu'ils vont chercher. Et c'est quelque chose qui se pense avec l'ensemble des acteurs, pas uniquement universitaires de la santé, mais le lien avec les industriels est très très important aussi, parce que dans cette notion d'accélération des connaissances, il y a aussi de l'accélération de la technologie. Et donc Medtronic ou d'autres sortent des nouvelles gammes de matériel, que ce soit des implantables, que ce soit des bistouris électriques, etc., pour lesquels on a aussi un besoin de former de façon extrêmement rapide et appropriée les personnels, les étudiants, etc. Et donc ils sont dans les mêmes logiques. Et puis si on retourne cette notion-là, la question c'est comment est-ce qu'on va donc apprendre à l'heure de l'intelligence artificielle les nouveaux enjeux sur comment est-ce qu'on améliore du diagnostic, comment est-ce qu'on améliore des prises en charge, comment est-ce qu'on modélise des parcours, et comment est-ce que la réflexion du soignant va se porter avec justement cette interface entre de l'algorithmique qui va fiabiliser et de l'humain qui va justement vérifier éventuellement, assortir, prendre des décisions, etc. Et paradoxalement, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'intelligence artificielle qui arrive ou qui est là nous enjoint aussi à beaucoup repenser le côté de l'intelligence naturelle et notamment humaine qu'on va donner à nos patients, puisque ça va rester notre valeur ajoutée pour l'instant qui est notre prérogative, puisque une partie des éléments sur le raisonnement, sur l'algorithmique, sur le diagnostic, etc., vont être complétés par l'intelligence artificielle. Donc c'est avec tous ces éléments que j'ai essayé de synthétiser qu'on essaye justement de repenser ces modèles de formation. Même des fois de la bêtise naturelle. Mais... Oui, ça fait partie... voilà. Oui, donc je voudrais simplement rebondir. Je connais assez bien le domaine de l'aviation, de l'aéronautique. Et je trouve que c'est intéressant parce que la question qui se pose aujourd'hui, quand on intègre une IA dans nos modes de travaux, ça veut dire qu'on intègre un nouvel outil, ça veut dire qu'on change le fonctionnement et l'interaction entre les humains, que ce soit entre les praticiens, le praticien avec le patient et le patient avec la nouvelle machine. Donc en effet, c'est bien de se poser ces questions-là. L'aéronautique se l'est posée il y a une 40aine d'années. Alors on prend souvent en exemple l'aéro, je voudrais dire, ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Simplement, dans l'aviation, quand il y a un problème, ça fait tout de suite des centaines de morts d'un coup. Et typiquement, à l'époque, les assureurs ont demandé au secteur de l'aviation d'arrêter de faire des bêtises et de faire tomber des avions pour des raisons de mauvaise compréhension humaine. Voilà. Donc, en effet, on est quand même dans la santé, dans un domaine un petit peu différent. C'est bien d'utiliser ce qui est dans l'aéronautique. Si l'aéronautique ne s'était pas penchée sur ces aspects d'interaction et de facteurs humains, on aurait aujourd'hui un gros avion de ligne qui se crasherait toutes les semaines. Voilà. Et dans la santé, pardon, juste, je suis désolé de vous couper, mais utiliser cette statistique est très intéressante parce que dans la santé, le nombre de morts qui sont liés aux erreurs médicales, c'est pas un gros crash par semaine, c'est un gros crash par jour, juste aux États-Unis. Voilà, donc juste pour vous montrer à quel point les deux secteurs doivent s'enrichir et la santé doit progresser. Pardon. Non, pas de souci, mais vous avez tout à fait raison. Quand on parle d'accidents, d'événements indésirables graves, quel que soit le secteur d'activité, dans 75% des cas, ce n'est pas dû à un problème technique ou de machine, c'est dû à un problème humain. Donc, dans l'ensemble, les techniques, elles sont assez fiables. Ce qu'on a du mal à fiabiliser, après, c'est l'humain. C'est l'humain avec la machine. Et c'est là-dessus, en effet, qu'il faut travailler en intégrant de l'IA en santé. Je pense que c'est justement une bonne manière de se poser des questions sur la manière de former les gens. Je travaille beaucoup sur la formation dans le cadre de formation continue. Je pense, mais à mon niveau, je suis trop petite pour le faire, je pense que ce serait intéressant de le généraliser, en effet, après sur la formation dès le départ, en fait. Je le vois tous les jours dans le domaine de la santé. Souvent, les gens, quand j'arrive dans un bloc opératoire, avec certains chirurgiens qui ne sont pas forcément ravis que je vienne travailler avec eux, en me disant ça fait 30 ans que je fais ça, ça se passe bien, finalement, il n'y a pas plus de décès dans mon bloc que dans un autre. Ok, mais après, une fois qu'on a commencé à travailler et qu'on a les retours et que j'ai un petit SMS, ben, c'est cool Audrey, si on n'avait pas fait un briefing, si on n'avait pas fait ci, si j'avais pas travaillé avec vous là-dessus, ben, je me serais trompée de genou, je me serais trompée d'œil, j'aurais perdu mon patient. Du coup, voilà, c'est vraiment important, c'est vraiment une question, économiquement et humainement, c'est quelque chose de très important d'intégrer
cet aspect de fonctionnement humain, plus l'humain va être dans un contexte technique et technologique, plus il va avoir du mal à suivre en fait. Si on fait une IA, c'est simplement pour pallier à nos limitations humaines, c'est pas autre chose. C'est pour que justement on puisse avoir plus de données, c'est ce qui a été dit ce matin, plus de données, plus d'informations, que ça aille beaucoup plus vite et que derrière le praticien puisse utiliser ces données-là pour soigner le patient, pour poser son diagnostic. Oui, je pense que ça serait aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est comment former aussi les professionnels de santé sur des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, etc. Alors déjà, je pense que effectivement, l'erreur, c'est un concept intéressant. Je pense qu'il est un peu utopique de penser qu'on va éliminer les erreurs. Et je suis totalement d'accord avec vous, notamment aux États-Unis. C'est un facteur de décès très très important. Après, le problème, c'est pas de répéter l'erreur, parce que là, on tombe dans la faute, ce qui est un concept très différent. Et le but, c'est effectivement d'apprendre des erreurs pour pouvoir solidifier et avoir plus de robustesse sur les process, en tout cas les thérapies et les démarches médicales. Après, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, avec des cycles de développement aujourd'hui dans le dispositif médical. Il faut savoir, autant dans la pharma, on est sur des cycles de développement autour de 10 ans, dans le dispositif médical, on est plus sur 18-24 mois. Donc on a des générations de produits qui arrivent en permanence sur le marché. Alors on parle beaucoup d'innovation. L'innovation, c'est un terme qui est un peu galvaudé, on l'entend un peu 50 fois par jour dans les médias, dans les différents journaux, etc. Et je pense, en tout cas je suis convaincu que l'innovation en médecine et dans le domaine médical, à l'avenir, elle est réellement organisationnelle. C'est-à-dire qu'on a une équation qui est assez simple à résoudre. Hein. C'est qu'on a une chronicisation des maladies au XXIe siècle. Donc en 2025, on aura à peu près 25% de la population française qui sera atteinte de maladies chroniques, avec une démographie médicale, et ça j'ai deux représentants à ma gauche, qui n'augmentent pas non plus de manière pléthorique pour pouvoir prendre en charge tous ces patients-là. Et bien évidemment, un dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est les enveloppes budgétaires qui ne vont pas exploser. Aujourd'hui, le budget de la santé en France représente déjà 13% du PIB, ce qui le place en 4e ou 5e position au niveau mondial. Donc on ne pourra pas dépenser plus dans notre santé. Donc la question, ce n'est pas de dépenser plus ou dépenser moins, c'est certainement comment dépenser différemment et comment prendre en charge les patients qui vont affluer dans les centres privés comme publics à l'avenir. Et donc, bien évidemment, vous pouvez mettre le dispositif médical le plus performant possible dans un bloc opératoire entre les mains des soignants, etc. Et je pense qu'effectivement le métier de soignant, et en particulier le métier de chirurgien ou de médecin, va drastiquement changer dans les années à venir avec le support des innovations. Il faut qu'il y ait une formation, et la formation, c'est pas uniquement pour le chirurgien, mais c'est pour l'ensemble des équipes médicales, qui va changer tout au tout. Et nous, aujourd'hui, on a une réflexion plus de formation en termes de cursus, des formations également en lien avec les sociétés savantes, hein, pour savoir un petit peu quels sont également les besoins pour pouvoir suivre les formations sur du long terme, et puis bien évidemment à la fin pouvoir mesurer la performance avec ces nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui le système de santé, c'est pas compliqué, hein, c'est un système de santé qui est rémunéré sur la quantité. C'est ce qu'on appelle la T2A, donc la tarification à l'activité. Alors ça a certainement eu, je dirais, des aspects positifs quand on est passé du budget global il y a une dizaine d'années à la T2A. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit non plus une prime à l'excellence. C'est-à-dire que plus on opère, plus l'hôpital va recevoir des fonds. Donc on opère 10 fois la même personne ou 10 personnes différentes, l'hôpital et le soignant recevra exactement le même remboursement. Donc le but du gouvernement actuel, avec Ma Santé 2022, c'est de passer d'un système quantitatif à un système qualitatif, avec des paiements en forfait, et bien évidemment l'innovation et la formation qui vont autour de ces innovations vont être primordiales pour pouvoir se préparer aux enjeux de demain. Merci. Alors, pour clore cette table ronde, donc on a parlé donc Audrey avait parlé des facteurs humains dans l'aéronautique. Et la question qu'on pourrait se poser donc pour l'intégration donc de la prise en compte des facteurs humains dans la formation, c'est déjà, est-ce qu'on parle des mêmes facteurs humains dans le domaine de l'aéronautique ou de la santé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires ou pas? Qu'est-ce qui différencie? Vous me contredirez peut-être, mais en fait, c'est quand même franchement la même chose. Vous pouvez changer les mots-clés pilote par chirurgien ou médecin, PNC par
infirmière ou cockpit par bloc opératoire ou service d'urgence. En fait, c'est des éléments qui sont très transversaux et c'est ça qui est intéressant. On retrouve exactement les mêmes statistiques dans la santé que dans les facteurs humains, dans l'aéronautique sur l'implication des facteurs humains. Quand on analyse l'accidentologie des soins, on se rend compte en fait qu'il y a plus de 2/3 des éléments dans lesquels des facteurs humains sont impliqués. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une petite vidéo qui est très très intéressante, qui est malheureusement un peu dure et triste, mais qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Martine Bromillet, qui est pilote de ligne, spécialisé en facteurs humains, et qui a perdu sa femme dans une intervention malheureusement très simple, et qui a analysé en fait tout ce qui s'est passé avec son œil aéronautique, et qui a en fait dégagé exactement les mêmes choses que ce qu'il voit et ce à quoi il forme dans son métier de pilote de tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de découvrir ça dans la santé, alors qu'effectivement, ça fait 40 ans ou 50 ans que l'aéronautique le fait, grâce à l'analyse de certains accidents pionniers dans lesquels tous les voyants sont au vert et pourtant, pour des raisons uniquement de facteurs humains, il y a des crashs importants. Et donc, on est en train de changer cette culture-là, qui est basée effectivement, comme on l'a dit, sur la notion de culture de l'erreur, qui est un changement culturel profond. Et on essaye de faire évoluer ces mentalités. Et la chance qu'on a, c'est qu'on voit très bien où est-ce qu'on doit aller parce que justement, l'aéronautique a mis en avant un certain nombre de choses. Alors, il y a des différences aussi, notamment dans la façon d'apprendre et dans la façon d'entraîner. Par exemple, les pilotes de ligne s'entraînent sur des éléments connus et stéréotypés. C'est-à-dire ils vont s'entraîner à répéter des actions. On travaille, nous, dans la santé avec une approche différente. On va jouer avec la notion de probabilité et d'inconnu et on va travailler sur des éléments qui sont différents parce qu'on intègre cette notion qui est la réalité, qui fait que quand vous êtes de garde aux urgences ou au bloc opératoire, la nuit, à 2 h du matin, on ne va pas vous dire il y a tel ou tel malade qui arrive et il faut faire ça ou ça. C'est à vous d'aller chercher ces informations-là et de travailler avec cette incertitude en sachant que parfois on fait le bon diagnostic, mais parfois on peut aussi se tromper et qu'il faut savoir réarranger, etc. Et dans cet élément-là, je trouve que ce qui a été dit sur la notion d'erreur est essentiel, c'est-à-dire que la stratégie qu'on met en place et qui est à peu près la même dans l'aéronautique, dans la notion des systèmes ultra sûrs, la stratégie de fond n'est plus de dire on va aller à 0 erreur. Parce qu'en fait, les leviers et les efforts, qu'ils soient humains, financiers, organisationnels, etc., à faire pour aller à 0 erreur, en fait, ils sont colossaux. Et on va travailler en fait sur toute une chaîne autour de l'erreur qui est la reconnaissance, l'apprentissage, le trapping, le fait de savoir réagir une fois qu'une erreur a dépassé un certain stade et l'analyse, etc. Et donc, c'est vraiment une stratégie qui peut être contre-intuitive quand on ne connaît pas forcément, mais qui est un élément extrêmement important qu'on essaye de disséminer justement dans la santé. J'ai une question aussi par rapport à un praticien neurochirurgien. J'imagine que vous avez des bases aussi de règles, de procédures, etc. Et comment vous préservez aussi votre intuition médicale parmi tout ça, pour traiter aussi des fois les problèmes qui ne s'inscrivent pas à des procédures, par exemple si vous êtes dans un bloc et qui arrive. Oui, bien sûr, mais ça c'est très juste, mais pour compléter ce qui vient d'être dit, le facteur humain, il se travaille. C'est-à-dire qu'il est effectivement source d'erreurs. On peut y pallier même avec des principes simples qui ne sont pas technologiques. Une checklist au bloc opératoire qui est inspirée de l'aéronautique justement, c'est-à-dire qu'on vérifie que c'est la bonne identité du patient, que c'est le bon côté, que c'est le bon niveau, que l'anesthésiste est là, que les équipes sont d'accord, que les antibiotiques ont été donnés. Tout ça, il y a une checklist, ça a été prouvé que ça réduit drastiquement le risque d'erreur. Et donc ce facteur humain, effectivement, il est source d'erreurs, mais comme disait Antoine Ténière, il se travaille, c'est-à-dire que plus on rencontre d'erreurs, plus on apprend. C'est trial and error, comme disent les anglo-saxons. Et je pense que l'intuition, la décision dans un milieu complexe, l'adaptation à l'imprévu, ça c'est quand même la grosse valeur ajoutée du médecin ou du chirurgien par rapport à une machine qui va être très forte dans une tâche répétitive, systématisée. Elle va être effectivement, le robot chirurgical, il va être plus précis que l'humain au millimètre quand on lui dit où aller, mais quand il y a un imprévu, un patient une petite artère qui se rompt, une veine, je ne sais pas, là, le facteur humain, il intervient énormément. Et finalement, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est effectivement la somme des expériences vécues ou imaginées. Et là, on revient à la simulation. Et donc, quand on a une situation imprévue au bloc opératoire, un peu nouvelle, on ne l'a pas forcément déjà vécue, mais
notre expérience, le fait d'avoir pensé à une situation similaire, nous aide à pallier extrêmement rapidement et beaucoup plus rapidement qu'une machine, justement, à l'accident, quoi. Donc l'erreur peut survenir et il faut limiter les dégâts, quoi. Je vous rejoins en effet sur cet aspect d'imagination ou ce qu'il peut y avoir, parce que dans l'aéro, même si on a réussi à standardiser beaucoup de choses, mais on est dans un métier binaire, premièrement, et puis d'un autre côté, on a l'OACI, l'organisation en fait qui gère l'aviation civile. C'est un cadre fort autoritaire. Quand l'OACI dit on forme tout le monde au facteur humain, toutes les compagnies forment tout leur personnel au facteur humain. Personne ne se pose la question combien ça va vous coûter, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais il faut en effet garder cet aspect de connaissance intellectuelle. J'ai un exemple, alors peut-être que certains ont vu le film, l'avion qui a améri sur l'Hudson. Si vous voulez regarder Sully, c'est un peu plus sympa qu'écouter les boîtes noires de ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas eu de mort et que tout le monde va bien. Il n'y avait aucune procédure qui avait été mise en place dans l'aéronautique, disant qu'on pouvait perdre 2 moteurs comme ça après 30 secondes de vol. Voilà, un oui, les 2 en entier non. Le vol a duré moins de 2 minutes et en effet, le capitaine Sully, il a été décrié après pour des raisons d'assurance, mais en tout cas, il n'a pas utilisé les procédures. Il n'a pas utilisé ce qui est écrit dans son carnet à ce moment-là. Il a utilisé son expérience. Il a utilisé tout un tas de données qui étaient autour de lui. Par exemple, voir que les gratte-ciels sont en dessous de l'avion et que s'il essaye de rejoindre un aéroport, il y a de fortes chances qu'il tombe dans un gratte-ciel. On se souvient tous malheureusement de ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc il y avait tout un tas de choses et en moins de 30 secondes, il a réussi à prendre une décision qui n'était pas inscrite dans les procédures. Et c'est parce qu'il a été formé au facteur humain, qu'il avait un coéquipier à côté, qu'il a aidé dans ses procédures, qu'il a pu en effet prendre cette décision et faire en sorte que certes l'avion il fonctionne pas et ça coûte cher aux assurances. Par contre l'intérêt c'est qu'il y a eu 0 mort ce jour-là. Donc en fait c'est un débat qui va nous prendre du temps, beaucoup de temps, parce que c'est extrêmement intéressant et donc nous n'allons pas manger, mais c'est voilà, pas grave. exactement. Mais c'est pas grave, on va vous nourrir intellectuellement. Non, mais simplement pour amener un tout petit peu plus de complexité. Il y a en fait des contre-exemples et c'est intéressant de réfléchir avec ces 2 approches, notamment dans l'aéronautique. Il y a effectivement l'exemple de Sully à travers le film où là, la simulation est utilisée a posteriori pour reproduire des situations et dans le cadre du procès. Donc c'est un élément qui est un peu différent de la formation. Je pense que c'est important de le mentionner. Mais il y a aussi des exemples d'accidents récents malheureusement, et notamment l'AF 447, le Rio-Paris, où on se rend compte en fait des limites de notre compréhension des enjeux de formation et de notre compréhension de certaines situations. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à modéliser un système où effectivement on peut valoriser l'expérience humaine parce qu'on pense qu'elle peut primer, qu'elle est importante, etc. Mais à intégrer aussi tout un certain nombre de biais cognitifs qui sont finalement nos limites humaines et arriver à trouver le meilleur rapport entre justement cette interface alors que ce soit numérique, algorithmique, informatique, etc., et humaine, pour arriver à fiabiliser les systèmes. Et simplement pour illustrer ce que je dis, en fait, la compréhension de ce qui s'est passé justement dans cet accident du vol Rio-Paris a pu être mise en lumière, pas uniquement avec l'analyse de ce qui s'est passé sur ce vol-là, mais aussi avec l'analyse de ce qui s'est passé sur un vol qui avait le même trajet 6 mois après. Et donc, peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais c'est un vol qui a été pris dans une tempête avec des informations sur des sondes de vitesse qui s'appelaient les sondes Pitot, qui étaient erronées parce que les sondes avaient gelé et qui étaient transmises à l'ordinateur de bord de façon erronée. Et le pilote, en fait, avait des informations qu'il n'a pas compris et a eu une réaction de stress qui était inappropriée avec les éléments qu'il avait pour essayer de redresser l'avion qu'il pensait qu'il était en train de s'écraser. Et donc, en fait, au lieu de
perdre de l'altitude, de reprendre de la vitesse pour reprendre de l'importance. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cabré l'avion, qui a décroché et qui est tombé. Et normalement, ce n'est pas possible parce que l'ordinateur de bord contrôle les paramètres de vol. Sauf que là, comme les sondes de vitesse étaient gelées, une des informations qui était erronée, en fait, l'avion a pu décrocher. Et en fait, 6 mois après, il y a le même avion qui est passé dans les mêmes conditions avec un autre pilote, évidemment, puisque le premier était mort, et avec des sondes de vitesse qui étaient changées. Et en fait, le pilote, dans la même situation, a eu la même réaction que le pilote de l'avion qui a eu un accident, c'est-à-dire qu'il a cherché à cabrer l'avion, sauf que l'ordinateur l'a empêché pour justement maintenir l'appareil en vol. Et en fait, à partir de ça, Air France s'est rendu compte que la notion d'intégration justement de l'inconnu et de gestion du stress n'était pas forcément complètement intégrée, alors peut-être que c'est une vue un peu parcellaire, hein, mais je parle devant une spécialiste, dans les programmes de formation, et ils ont justement décidé de réintégrer ces éléments-là. Donc je pense que c'est vraiment intéressant et c'est une complexité assez importante d'arriver à bien comprendre comment est-ce qu'on optimise l'interface et la relation entre justement la cognition humaine et les prises de décision qui peuvent être algorithmiques et les informations qui sont données à partir des machines dans l'objectif de les fiabiliser. Et quand on translate ça dans la santé, ça donne des éléments très intéressants. La question n'est pas de savoir, il y a beaucoup de publications scientifiques sur un algorithme qui va mieux diagnostiquer à partir d'images de tumeurs de cancer du sein ou de tumeurs de la peau ou d'anomalies de la rétine, etc. Et en fait, quand vous comparez l'un à l'autre, en fait, l'algorithmique fait mieux que l'humain. Et ce n'est pas très étonnant parce que l'œil humain, si vous regardez par exemple un scanner, il est capable de détecter 11 niveaux de gris alors qu'il y en a 11 000. Et en fait, l'algorithme, il intègre ces 11 000 niveaux de gris qui vont permettre de différencier de façon fine la caractérisation de la tumeur. La question n'est pas de dire l'un fait mieux que l'autre ou l'autre fait mieux que l'un, etc. C'est comment est-ce que les deux font encore mieux que l'un et que l'autre. Et donc cette interface, vraiment, elle est essentielle. Comment est-ce qu'on arrive à optimiser à la fois, à valoriser l'expertise humaine qui va être augmentée par justement les informations et la prise de décision ou les éléments diagnostiques algorithmiques. Et à mon sens, c'est ça qui est vraiment passionnant. Je crois que une grosse erreur qui pourrait être faite, ça serait effectivement d'opposer toutes ces innovations technologiques aux facteurs humains et aux médecins. Aujourd'hui, les innovations technologiques sont là pour venir en support et en complémentarité de l'expertise des professionnels de santé. On peut imaginer ou fantasmer qu'il y a des robots qui vont opérer demain des patients. Aujourd'hui, on parle plus de chirurgie assistée par un robot parce que derrière, il y a quand même la main du chirurgien. Ce n'est pas des robots comme on peut voir même dans l'industrie automobile qui vont aller poser des pièces, etc. ou des prothèses en orthopédie toutes seules. Non, non. Il y a toujours la main du chirurgien derrière. Et effectivement, après, j'ai envie de vous dire que ça peut remettre également le patient au cœur du sujet parce que chaque patient est unique. Effectivement, il y a la pathologie du patient, mais également les attentes du patient. Et donc, oui, il y a tout ce que peut apporter la robotique, tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à combler tout ce que peut apporter la relation humaine entre le soigné et le soignant et les attentes du soigné qui peuvent être différentes pour une même pathologie. Et puis la dernière question également, et aujourd'hui c'est pas tranché, c'est la question législative et la responsabilité légale demain matin avec un robot, avec l'intelligence artificielle, en cas d'erreur médicale, qui a la responsabilité? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est une responsabilité potentiellement d'un robot? On commence à voir ça même ça au Japon. Ou est-ce que c'est l'industrie qui a fourni le matériel? Justement, on va être bientôt obligé de clore cette table ronde, malgré ces débats passionnants. Alors, je voulais avoir juste un bref tour de table sur vos avis un peu par rapport à la technicité des algorithmes d'apprentissage machine, leur qualité prédictive qui vont toujours croissantes, sur votre avis un peu sur cette prise en compte des facteurs humains et du patient. Est-ce que l'IA peut finalement peut-être aider ou rendre plus difficile cette prise en compte des facteurs humains dans vos métiers?
Bon, c'est une question très vaste, hein, mais moi je pense que effectivement la grosse révolution de l'IA en santé, mais c'était un peu l'objet des interventions précédentes, c'est l'énorme quantité de données qu'on est capable déjà de stocker maintenant et puis de mettre en ordre pour avoir des résultats. Donc à l'ère de la médecine dite personnalisée, on va de plus en plus, je pense, pouvoir non plus faire de la médecine de cohorte. On a des statistiques sur des grandes cohortes de patients et on va donner un traitement parce qu'on sait qu'il marche chez 95% des gens. On va pouvoir affiner un profil personnel grâce aux données du patient et de la recherche. Ça, c'était un petit peu l'intervention de notre confrère de Nantes là-dessus. Et ça, je pense que ça, c'est un enjeu formidable, à la fois en médecine, en thérapeutique, dans le médicament, en chirurgie aussi. Quel type de chirurgie va bénéficier à tel patient qui a tel type d'imagerie? Donc ça, c'est certain, et on commence à le voir. La reconnaissance d'image, c'est actuellement le domaine le plus avancé. Il est certain qu'une machine reconnaît mieux un pixel ou un signal aussi pour une lecture de CG qu'un humain qui a un œil moins précis, qui se fatigue. Et pour toutes ces tâches reproductibles, l'IA, qui pour l'instant c'est juste des systèmes experts, c'est de l'IA un petit peu bête et méchante, quoi. C'est de l'IA faible, mais elle a une valeur ajoutée et elle laisse du temps médical là où il faut, avec effectivement ce qu'on disait, peut-être un peu plus d'empathie, de compassion, comme le disait Guy Valencien tout à l'heure. Et sur l'autre aspect qui est la robotique, c'est un peu la même chose. Moi j'imagine tout à fait un robot chirurgien, si on me prouve qu'il fait mieux, qu'il est plus précis que l'homme, bien sûr. Actuellement, c'est quand même pas tout à fait le cas. On a effectivement des robots de navigation, notamment les vôtres. Moi, je travaille avec ça. Je pense que c'est une vraie sécurité pour le patient. Il est possible aussi que dans le cadre maintenant de parcours de soins qui sont de plus en plus cadrés, alors moins en France, mais dans les pays anglo-saxons par les assureurs, on va avoir au bloc opératoire l'obligation d'avoir ces systèmes de navigation et de contrôle du patient, comme on a eu avant l'obligation d'avoir une radio de contrôle quand on met un implant chez un patient. Donc c'est aussi des sécurités. Tout ceci est relatif parce que quand on regarde par exemple le robot d'Avinci dont vous avez peut-être entendu parler, qui est présent surtout en neurologie, on se rend compte qu'il y a eu une formidable... Alors ça marche très bien, c'est une très belle technologie. Est-ce qu'il bénéficie réellement aux patients par rapport à une opération dite classique qui est quand même mini-invasive? C'est pas si clair. Les résultats sont à peu près égaux et surtout, il semble que ça coûte quand même plus cher pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, qu'il ne faut pas le développer, qu'il ne faut pas l'essayer, mais effectivement, il faut sans cesse évaluer les pratiques. Et il y a tout l'enjeu médico-économique qui a été évoqué parce que l'enjeu de ces technologies, c'est apporter le soin le plus approprié au bon patient. Et peut-être qu'en faisant moins de médecine, on va dire que j'appelle de cohorte, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un petit peu grossière, en donnant le même traitement à tous les patients, on va gagner en coût en faisant un traitement plus approprié, en prévenant les complications et en prévenant les effets secondaires des traitements. Et est-ce que c'est plus une évolution ou une révolution de vos pratiques? Non, mais je pense que de toute façon, il y a quand même une révolution numérique parce que les sciences de l'information apportent énormément. On a un rapport aux données à l'informatique qui change complètement la pratique. Après, la médecine a toujours bénéficié des évolutions technologiques. La médecine a bénéficié de l'électricité, de la coagulation bipolaire, du microscope. Donc la médecine a toujours bénéficié d'avancées techniques. La plus grande révolution en chirurgie, et je le dis à côté d'un confrère anesthésiste, c'est vraiment l'anesthésie. C'est la capacité à endormir le patient et à le rendre stable. Et là, on a pu faire nos dissections anatomiques comme dans les livres. Mais c'est vraiment ça qui a permis. Donc la médecine a toujours, on est des hommes de technologie, quoi. Donc ça s'inscrit dans un continuum, mais effectivement, il semble que tout cet apport massif de données, d'intelligence artificielle qui remet un peu en cause effectivement nos capacités décisionnelles et peut-être notre improvisation qu'on avait auparavant, ça c'est très nouveau. D'accord. On va être obligé un peu de conclure, mais je vous laisse la parole pour... Alors, je vais être très rapide, mais j'ai entendu à plusieurs reprises là, dans les échanges le mot culture. Et dans le cadre de formation, je veux dire, dans l'absolu, quand on a envie de lancer des formations, c'est quand même pas très compliqué de lancer un module de formation X ou Y ou dans les facteurs humains. Dans l'absolu, dans la théorie, c'est franchement relativement simple.
Par contre, quand on travaille sur ce facteur humain, quand on intègre de l'IA dans le domaine de la santé, on change la culture, on change le métier, on change tout. On intègre les facteurs humains. En effet, il y a cette notion de culture et c'est sûrement, à mon avis, la partie la plus compliquée et la plus longue, la plus lente, parce que ça ne se fait pas d'un coup de pinceau magique. Donner des cours facteurs humains, c'est très simple. Changer la culture d'un secteur pour intégrer le facteur humain, intégrer le droit à l'erreur, sécuriser les systèmes, les standardiser, c'est ça, à mon avis, qui est sûrement, dans les années à venir, le plus difficile. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en place dès le plus jeune âge, c'est-à-dire en fait dès la première ou la deuxième année ou la troisième année des études de médecine, de soins infirmiers, etc. C'est vraiment, on les prend tout jeunes et on leur donne cette culture-là. Et en fait, on se sert aussi de ça pour aller changer les cultures, parce qu'on dissémine des étudiants un peu partout en France et qu'ils vont apprendre à ceux qui sont déjà formés autour d'eux, etc., et faire cette tâche d'huile. Ça, c'est vraiment important. Pour revenir à votre question initiale, je pense que la réflexion sur comment est-ce qu'on a sorti facteur humain, intelligence artificielle, et quelles sont des révolutions, qu'est-ce qui va vraiment faire progresser la santé, etc., ça dépend quels sont vos objectifs et comment vous regardez. L'intelligence artificielle est une révolution conceptuelle. Elle va changer profondément la façon dont on pense, dont on travaille, dont on agit, dont on prend des décisions, etc. Pour autant, est-ce qu'elle va transformer complètement la mortalité, la prise en charge, etc. J'ai envie de dire pas autant que le travail justement sur l'intégration des facteurs humains. Et quand vous prenez les statistiques dont j'ai parlé tout à l'heure, en France, c'est 40 000 à 50 000 morts par an qui sont liés aux problèmes de non-qualité, de non-sécurité des soins. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus. À l'échelle mondiale, je vous laisse imaginer. En fait, l'investissement le plus important, et je rejoins ce que vous disiez, il est vraiment complètement culturel et organisationnel. Et c'est, encore une fois, vous prenez les statistiques d'accidentologie sur les 50 dernières années dans l'aéronautique, et elles font comme ça. Et en fait, en parallèle, ce qui est impressionnant, c'est que l'activité industrielle, elle est comme ça. Et dans la santé, pour l'instant, en fait, quand on regarde l'accidentologie, elle est comme ça. Et elle est encore très élevée. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir ce levier-là, avec l'ensemble des éléments qui soient technologiques, intelligence artificielle, innovation autre, etc., mais qui soient aussi organisationnels, pour faire en sorte, si on regarde à ce niveau de qu'est-ce qu'on fait pour nos patients en termes de mortalité, etc., d'arriver à mieux sécuriser les systèmes. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que finalement, il y en a un qui est humain et l'autre qui est technologique, et que donc finalement, on va les séparer, ils n'ont rien à voir. En fait, ils sont complètement liés. Et ils sont complètement liés parce qu'on doit arriver à mieux les interfacer, sinon on n'arrivera pas à manipuler nos systèmes pour les améliorer. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Une dernière phrase? Non, mais je crois que c'est énorme, encore une fois, c'est complémentaire et ça doit permettre de garder un jugement encore plus éclairé qu'aujourd'hui ou qu'hier. Et puis encore une fois, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, par exemple, on entend souvent, c'est faire de l'ambulatoire, par exemple. Je pense que tout le monde sait, tout le monde connaît les protocoles, etc. Et le principal obstacle aujourd'hui dans les services, c'est la conduite du changement et comment embarquer les équipes. Donc voilà, donc c'est un long process, une longue histoire. Je vous remercie beaucoup à tous et à Audrey pour ces échanges vraiment bien intéressants. Donc, et après, j'imagine qu'on n'est qu'au début de ces débats. Et je vous invite tous donc à aller maintenant vous restaurer avant d'attaquer l'après-midi. Et merci beaucoup.